Aujourd'hui, on est en présence de Luca Fancello. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Martin, merci à toi, je suis très content d'être là. Ok, Luca. Du coup, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais? Yes, écoute, bonne question pour démarrer, donc je vais essayer de résumer 10-15 ans de vie en 2-3 minutes. Donc moi je suis Luca, je suis franco-italien, à la base je viens d'Alsace, entre une petite ville, presque un village entre Colmar et Mulhouse. Je suis allé faire mes études à Paris, j'ai fait Sciences Po Paris, donc du coup clairement pas quelque chose en rapport avec l'entrepreneuriat. Et du coup très vite, quand j'ai commencé les études, tu vois, je suivais un petit peu un parcours classique, et je me suis vite rendu compte que ce qui m'attirait c'était plutôt l'entrepreneuriat et les startups. Donc du coup tous mes stages, je les ai fait un petit peu en startup, à part une exception en grosse boîte qui m'a pas du tout plu, où je me suis ennuyé à mourir. Et du coup, j'ai commencé tout de suite après mes études à bosser en start-up. Je voulais partir à l'étranger, donc je suis parti bosser 2 ans à Barcelone dans une boîte qui était montée par des anciens de Rocket Internet. Donc du coup là-bas, c'était vraiment exécution très sérieux. J'ai découvert beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat en start-up. Et après ça, je me suis dit, ok, ce dont j'ai vraiment envie de faire, c'est de lancer ma propre start-up. Et j'ai démarré avec 2 associés à l'époque, une boîte qui s'appelait Brunation. Donc on n'avait pas un rond en poche, on avait, il me semble, 4 000 € chacun sur notre compte. On s'est mal débrouillé, on n'a pas réussi à avoir une rupture conventionnelle. Et Brunation, c'était une place de marché pour vendre de la bière en ligne. Donc en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait de plus en plus de brasseries artisanales, un petit peu qui se déployaient un peu comme des champignons partout en France. Et du coup, on s'est dit, ben, ces brasseries artisanales, en fait, elles sont distribuées à 100-150 km de chez elles. Mais si toi, t'habites pas dans ces 150 km, tu peux pas te procurer la bière. Et du coup, on a commencé un petit peu comme ça. On s'est dit, bah, tiens, avec Internet, on peut résoudre plein de choses. Et on a lancé, du coup, une place de marché autour de la bière. Ça a duré 2 ans. On a pivoté 4 fois. On est allé vendre chez des pros. On est allé vendre dans des comités d'entreprise. On a fait tout ce qui était possible et imaginable. Et en fait, au bout de 2 ans, on a dû fermer la boîte. On n'a jamais vraiment réussi à en vivre. On a galéré, on connaissait rien au marketing en ligne, on comprenait pas grand chose, on savait pas s'entourer. En plus, on était revenu dans mon village où j'ai grandi, donc il y avait pas un seul entrepreneur autour de nous. Donc c'était assez compliqué. Et je me suis Ah dit, oui. ok, à la fin de cette expérience, bah, tu vas aller apprendre un petit peu chez les géants. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de repartir à l'étranger, faire un break. Je suis parti en Écosse habiter pendant 2 ans. Donc là, j'ai eu le temps de réfléchir avec les moutons et le vide qu'il y a dans ce pays. Et du coup, je suis allé travailler chez Skyscanner, qui est un comparateur de vol. Et là-bas, je me suis spécialisé dans le SEO et je me suis dit, ok, là, je viens d'apprendre quelque chose. Et puis, j'ai toujours un petit nom de domaine, brunation.fr. Et du coup, je vais essayer de le reprendre, d'en faire un blog et d'en faire un side business et de le continuer à le développer. Et du coup, je l'ai repris, j'ai écrit des articles. Et finalement, le fait d'écrire ce blog, alors ça s'est beaucoup développé, c'est devenu un des blogs leaders sur la bière en France, mais finalement, ça m'a ouvert un nombre d'opportunités derrière qui était vraiment incroyable. Et après ça, j'ai même créé encore un autre blog autour du gin. Ça m'a amené aussi ensuite à avoir une offre d'emploi à Strasbourg, donc pour revenir dans ma petite Alsace natale, pour un poste beaucoup plus élevé que ce que j'aurais pu espérer jusque-là. Et puis en parallèle, maintenant, je me suis dit qu'il était temps d'apprendre à d'autres personnes de faire ce que j'ai appris à faire chez Skyscanner ou dans d'autres boîtes. Et du coup, j'ai aussi lancé un blog sur le SEO et le marketing de contenu. Stylé. Très bon résumé de parcours. J'ai pris plein de notes. On va pouvoir aller diguer ça en profondeur. Laisse-moi juste finir ma dernière note. Yes, parfait. Ok. Du coup, toute première question. Pourquoi t'as choisi Sciences Po Paris en fait finalement? Pourquoi t'es allé là-bas? Ouais, alors en fait, si tu veux, à la fin de mon lycée, donc moi j'étais assez bon élève au lycée, et du coup, je voulais potentiellement essayer de suivre un parcours un peu, voilà, ce qu'on appelle un parcours un peu classique, grande école. Je me dirigeais plus vers le côté commerce. Et du coup, Sciences Po te laisse un petit peu la possibilité, après tes premières années assez généralistes, de te spécialiser un peu. Donc moi, j'ai fait un master marketing à Sciences Po. Tu as d'autres masters autour du droit, autour du journalisme. Mais je trouvais assez peu d'équivalents qui me Ok. laissaient encore autant de possibilités à la fin de la licence.
Et après, moi, une autre petite particularité venant d'Alsace, j'ai une chance, en fait, il y a quelque chose qui a changé ma vie, c'est que j'ai appris l'allemand très tôt. J'ai fait un bac franco-allemand. Et du coup, une fois que tu as un bac franco-allemand, tu as des facilités pour rentrer dans certaines écoles, dans le sens où tu vas pas passer par le concours général, mais le nombre de personnes parlant allemand est tellement restreint que tu vas avoir des concours un petit peu spécialisés et moins sélectifs. Et grâce à ça, j'ai pu entrer à Sciences Po, sachant que sans ça, je pense que sur le concours classique de Sciences Po, j'aurais eu du mal à entrer parce que j'avais pas forcément les qualités d'écriture ou la culture générale nécessaire à l'époque. Donc je pense, tu vois, finalement, c'est un mélange d'opportunités qui se présentent et de compétences que tu as développées. Et finalement, après, ça se retrouve dans d'autres cas sur mon parcours, tu vois. Ok. Et du coup, quand t'es arrivé là-bas, t'as su tout de suite que tu voulais faire de l'entrepreneuriat. À quel moment l'idée d'entreprendre c'est venu? Alors c'est venu assez vite. Je pense que après le premier semestre et d'avoir des cours vraiment très axés économie ou autre, je savais déjà que c'était pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je savais déjà que je voulais pas me tourner vers la politique. Ça m'est apparu très clairement dans les premières semaines. Et en fait, si tu veux, au cours de la deuxième année, je me suis dit ok, je vais un petit peu chercher quelque chose d'autre à faire. Et moi j'ai fait en fait Sciences Po Paris, tu peux commencer sur différents campus en France. Et moi j'ai commencé sur un campus à Nancy, dans l'est de la France, en Lorraine. Et du coup, un jour il y avait une école de commerce à Nancy qui s'appelait Lycéenne et qui organisait une semaine de l'entrepreneuriat. Moi j'avais aucune idée, je savais même pas comment définir ce mot entrepreneuriat. Mais voilà, je me disais tiens il y a entreprise dedans, je vais aller voir. Et du coup, je suis allé à quelques conférences pendant cette semaine-là. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, entreprendre, c'est vraiment ce qui m'attire le plus et c'est ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'à l'époque, il y avait une petite erreur qui s'était faite, c'est qu'en fait, moi, je me suis laissé attirer par un extérieur qui est l'extérieur qu'un entrepreneur va te donner. Tu vois, il va t'expliquer, voilà, moi je suis entrepreneur, c'est super, je travaille comme je veux, je suis libre, mais j'ai pas tout de suite cherché à découvrir l'intérieur. Et quand je suis passé dans l'entrepreneuriat startup, je me suis rendu compte que, en fait, cet extérieur était pas vrai et que l'intérieur vraiment purement d'une startup me correspondait pas. Ça veut pas dire que l'entrepreneuriat me correspond pas, parce qu'il y a plein de formes d'entreprendre. Je me suis vraiment rendu compte que voilà, cette forme purement start-up, c'était pas celle que je recherchais et que quelque chose un petit peu plus, voilà, on va dire lifestyle ou autour de mes passions, de la création de contenu, quelque chose un peu plus makers justement, m'attirait beaucoup plus, tu vois. Ouais. C'est quoi dans le côté start-up qui t'a pas plu, si t'as un truc déterminant? Alors je pense qu'il y a une première chose dans le côté startup, en fait, c'est que il faut accepter de parfois t'éloigner de certaines de tes passions. Tu vois, par exemple, moi, ce que je préfère dans le côté startup, c'est vraiment, enfin dans le côté monter une boîte, c'est vraiment cette partie marketing, création de contenu, SEO et autres. Et en fait, quand tu es un CEO de startup ou même autre chose, c'est peut-être ce que tu vas faire un petit peu au début. Mais en fait, à un moment, il faut que tu sois capable de passer à d'autres tâches, parfois des tâches plus de management ou autre encore. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je lisais de Jean-Charles Kurdali récemment, qui disait en fait, quand tu es le CEO d'une startup, tous les 6 mois, tu changes de job. Donc tu vas commencer par un premier job pendant 6 mois, et une fois que ce job est fait, ben, tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Et tu recommences autre chose, et tu recommences autre chose, et tu recommences autre chose. Et être le CEO d'une startup purement, c'est vraiment ça. Là où après, tu vois, d'autres business comme le blogging, comme un business autour de ta marque personnelle, je pense que c'est un peu différent, je trouve du moins. Et tu peux un peu plus rester et continuer à faire ce qui te passionne. Ok, super intéressant. Parce que je pense qu'on a un peu, beaucoup de gens qui veulent être makers ont eu aussi le côté start-upper à un moment donné, qui passe plus ou moins. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui t'a déclenché de ah ben non, ça tu t'y verrais pas pour moi. Par exemple, moi c'est vraiment le côté la course à la levée de fonds et à la thune qui fait perdre totalement le sens de qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet, quoi. À la fin, ça n'a plus aucun sens, c'est juste pour faire les trucs pour la levée que tu fais ça.
Et c'est un peu... je sais pas, j'aime bien dans l'entrepreneuriat, il y a un côté sens, tu vois. Tu peux faire des choses qui ont du sens pour les gens et que c'est plus difficile dans des gros groupes où t'es un peu plus un numéro et ça a un peu moins de sens ce que tu fais. Moi, c'était vraiment ça qui me touchait dans l'entrepreneuriat. Et dans la startup, du coup, le fait que tout le sens soit détourné pour aller gérer tout ce qui va être levée de fonds, etc., c'était un peu, tu vois, le côté entrepreneuriat qui a du sens perverti, quoi, pour moi. Et c'est ça qui a fait que j'ai switché vers ça. Ouais. Non, moi, là-dessus, hein, je te rejoins totalement. Et c'est vrai qu'en fait, ce côté levée de fonds a un côté un peu pervers. Alors récemment, voilà, il y a l'équipe de Lemlist qui a essayé un petit peu de changer les opinions qu'on avait sur ça. Mais c'est vrai que, tu vois, quand tu montes une startup, très souvent, tu pars sur un projet où au départ, tu as besoin d'argent ou tu vas avoir besoin d'argent pour te développer vite. Et du coup, tu vas monter une boîte par rapport à de l'argent ou de l'argent que tu vas lever, mais tu vas pas forcément réussir à monter une boîte complètement pour tes clients, tu vois. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me gênait un petit peu. Et totalement, après, je pense que la quête de sens est super importante. Et tu vois, même plus les années avancent, plus je me rends compte que finalement, aujourd'hui, on est dans un monde où tu peux avoir la chance, si tu te donnes un petit peu de mal et si tu réfléchis à monter un business par rapport à la vie que tu veux mener, tu vois, et pas adapter ta vie par rapport à ton business. Et clairement, quand tu as une startup, tu vois, t'adaptes ta vie à ton business, tu vois, faut que tu travailles de 9h enfin souvent même tu commences plutôt à très tard parce qu'en fait, il y a une telle intensité, ça demande une telle énergie et du coup, c'est ta vie qui s'adapte à ton travail. Et justement, en tant que maker, je pense que tu peux et t'as l'opportunité d'adapter en fait ton travail à la vie que tu veux mener. Vraiment te poser la question de ok, quel type de lifestyle je veux vivre, est-ce que je veux vivre 6 mois à l'étranger, où je veux vivre, comment je veux vivre, combien d'heures je vais travailler même par jour. Et c'est des questions super importantes et qui derrière te permettent, à mon avis, d'adapter ton travail à la vie que tu veux vivre. Clairement. Il y a un des trucs qui me... Je sais pas, que je trouve bizarre, c'est que quand t'es une start-up, tu te mets dans le conditionnement, parce que c'est vraiment un conditionnement, hein, c'est loin d'être la vérité absolue, que il faut aller vite. Mais pourquoi? La dernière fois, tu sais, sur LinkedIn, je sais pas pourquoi, il y a des gens maintenant qui me contactent en mode, hey, tu voudrais pas investir dans notre boîte, etc. Et un mec, il dit, on veut lever des fonds. Et j'ai dit, pourquoi tu veux lever des fonds? Il me dit, pour aller plus vite. J'ai dit, pourquoi t'as besoin d'aller plus vite? Il me dit, parce qu'on a des concurrents. Et je dis, du coup, et en quoi ça justifie que tu veuilles aller plus vite? Pour aller plus vite que les concurrents. Mais du coup, ils sont où les clients dans l'histoire, là? En fait, t'es juste en train de faire un concours de zizi, là. C'est tout ce que t'es en train de me dire. Il y a pas de besoin client. Et il a pas su répondre. Je me dis, ok. Non, du coup, je pense que t'as pas investi. Non, mais de toute façon, je compte pas investir, perso. Enfin, j'essaie de... Le côté maker, je pense que t'as investi beaucoup dans toi et dans ton cercle proche, tu vois. Moi, j'investis... Enfin, je considère que c'est de l'investissement. Les gens que je paye pour m'aider à faire le podcast, j'essaye d'avoir aussi quelqu'un pour m'aider à écrire des articles, à mieux les écrire, à faire du SEO. Enfin, tout ça, j'essaie de créer un écosystème où on bosse ensemble, tu vois. Et je cherche des gens qui sont aussi makers pour faire ça, pour vraiment qu'on soit tous, on crée un écosystème cohérent et qui est fort, tu vois, entre nous. C'est aussi pour ça qu'il y a une communauté sur le podcast maintenant. C'est vraiment, je veux qu'on ait un échange super fort et qu'on soit drivé plus par qu'est-ce qu'on donne aux gens, donc c'est les services qu'on vend, la qualité de ce qu'on vend et la qualité de notre vie. Et l'argent, c'est en deuxième ou troisième priorité, quoi. Il faut en avoir, c'est sûr, mais quand t'es maker, que t'es libre de travailler où tu veux et plus ou moins quand tu veux, tu peux, si t'as envie de pas beaucoup travailler, tu vas vivre en Asie et tu peux travailler une journée par semaine et ça marchera. Tu feras un petit business, t'auras des clients, t'en auras pas en grand nombre, mais ça sera gérable, quoi. Et tu vois, moi, je vais te dire, en plus, ma première expérience en startup, c'était une expérience chez des anciens de Rocket Internet.
Ouais. En requête internet, voilà, simplement, hein, pour peut-être si des gens qui écoutent le podcast connaissent pas, on sait jamais. C'est vraiment une boîte qui copie des business models, hein, qui ont marché à un endroit dans le monde, très souvent aux États-Unis, et va aller les mettre à vitesse grand V à d'autres endroits. Et tu vois, ma première expérience de startup, donc dans une boîte qui s'appelait Blissbooker, donc c'était en plus avec vraiment les premiers de requête internet, donc les premiers employés, donc peut-être même les plus fous à mon avis. Et, et tu vois, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que en 2 ans, l'entreprise elle est passée de 1 à 150 employés. Elle a dépensé plus de 6 millions d'euros, essentiellement de levée de fonds et de fonds de départ qu'avait mis le fondateur. Donc j'étais parmi les premiers employés et j'étais le dernier employé derrière. Donc j'ai vraiment vu tout le long de la courbe. Et toute l'idée tout le long, c'était d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. Résultat, cette entreprise n'a jamais gagné 1 euro. Elle a jamais payé ses fournisseurs à la fin. Donc il y a des Salesforce, des DocuSign qui n'ont pas été payés. Et le dernier mois de 15 des 150 salariés n'a pas été payé. Donc du coup, l'idée d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite et d'essayer un petit peu d'espérer une revente parce que tu vas vendre une super croissance. En fait, quand tu prends du recul, et moi je suis très heureux que cette boîte ait failé parce que sans ça, j'aurais cru que c'est comme ça qu'il fallait monter une boîte et Dieu merci, c'est pas le cas. Ouais. Mais du coup, tu vois, tu te rends compte avec du recul que c'est pas sain et ça a aucun sens. Voilà, et je te parle même pas d'autres personnes qui n'ont pas été payées dans l'histoire, de personnes qui ont fait un burn-out ou une dépression. Donc voilà, quand tu prends du recul, tu te dis est-ce que c'est vraiment le genre de boîte que je veux créer? Je dis pas que toutes les startups sont comme ça, hein, on le sait tous les deux, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de pas sain dans la culture de beaucoup de boîtes. Bah, je pense que dans la culture globale des startups, c'est aller vite, lever beaucoup, et enfin, c'est ce que je dis souvent maintenant dans le podcast, c'est que pour moi, il y a, je sais pas, sur 80% des startups, il y en a, enfin, sur 100% des startups, il y en a 80 où lever de l'argent, c'est une connerie, c'est inutile. Je pense que lever de l'argent, c'est intéressant quand ton seul point de friction, c'est la thune. Par exemple, ça marche super bien, lever de l'argent sur tous les business avec des trottinettes. Parce que tu sais que ça scale, t'as un playbook, tu dois reproduire dans une ville, tu sais que ça marche super bien et qu'il n'y a pas grand chose à faire, à part acheter des trottinettes, du matériel, et ça, ben, si t'as de l'investissement, tu peux ouvrir des villes d'un coup, t'as ton niveau minimum de trottinettes qui fait que le service est utilisable par les utilisateurs, ça marche. Et tu le vois, d'ailleurs, c'est les meilleurs, c'est les startups qui ont le mieux marché les 2 dernières années, parce que c'est vraiment assez évident. Pour d'autres, quand tu vends un SaaS, je comprends pas pourquoi tu vas lever des fonds. Et en plus, en France, on a une forte tendance à vendre des SaaS qui sont peu chers, on va dire dans les moins de 50 balles par mois ou moins de 100 balles par mois, avec des armées de sales. Et donc ça, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras jamais à arriver à un équilibre, parce que genre Salesforce, ils ont une armée de sales, c'est normal, parce que le logiciel, il vaut je sais plus combien par mois. Ça se compte en 1000 ou 2000, quelque chose. Enfin, le coût par utilisateur est énorme. Ouais, voilà, et il y a un coût de configuration énorme, enfin il y a plein de trucs qui sont très très chers. Logique, tous les mecs qui font des SaaS à moins de 100 balles par mois, arrêtez d'avoir une armée de sales. Il faut avoir 10 mecs au marketing qui sont des brutes, un SEO qui sont des brutes, et c'est ça une boîte sur internet, et t'as pas besoin de lever des millions pour faire ça. Tu construis petit à petit et tu vas construire ta croissance sainement, et t'auras une boîte qui tiendra tout au long de ta vie, et ça sera cool de la faire. Mais pas la recette où on va lever tous des fonds là parce qu'on a une idée géniale. Les investisseurs ils sont refaits, l'idée elle a l'air trop ouf et ils vont s'en mettre plein les poches, mais personne n'est logique là-dedans. Enfin, souvent personne n'est logique. C'est que de l'émotionnel et il y a rien de rationnel. Donc petite fin de cet aparté. Mais de toute façon, je pense, j'en ai parlé plein de fois de ça et c'est ma vision du truc. Je pense qu'on peut faire des petits projets qui grandissent petit à petit, et tu vois, quand t'as parlé de ton parcours un peu, ça en est la preuve. On va revenir dessus là tout de suite.
Donc, tu m'as parlé là de la startup donc qui a fail, des ex-roquets d'Internet. Donc ça, c'est en 2 ans, c'est un très beau, efficace fail. Hein. Genre de 0 à 150 employés, droit dans le mur, quoi. Ouais. Et le pire, c'est que tu vois, quand je te parle de 250 employés, c'est le nombre d'employés qu'il y a eu en même temps, au maximum. Mais au total, je Ouais. pense qu'il y a eu 250 personnes qui sont passées dans la boîte. Il y a une fois, je me souviens d'une employée qui est venue un matin, qui est repartie le soir, qui est jamais revenue, parce que juste c'était ce qui était imposé et ce qui était demandé en termes horaires, en termes de pression, était juste hallucinant, quoi. Donc, Ouais. Ok. Ouais, j'ai vu passer ça dans des boîtes aussi à Paris où tu rentres, tu fais, mais, enfin, tu peux demander ça aux 4 premiers fondateurs parce que ils sont à fond et ils essaient de créer quelque chose et qu'ils cherchent et qu'ils ont beaucoup à apprendre et qu'il faut qu'ils passent du temps à apprendre. Mais après ton 3e employé, tu peux plus. Il y a un moment donné, c'est c'est pas le rêve de tout le monde de passer sa vie au travail. Hein. ouais. Et c'est assez fou ça. Mais bon. Du coup, c'était quoi la boîte quand t'es parti en Écosse chez qui t'as bossé, la grosse boîte? Du coup, la grosse boîte chez qui j'ai bossé en Écosse, c'était Skyscanner. Donc Skyscanner qui est un Ah oui. comparateur de vol, d'hôtels et de location de voitures. Et du coup, ça s'est passé, voilà, à la fin, une fois que j'avais eu ma boîte, hein, donc la petite étape entre les anciennes requêtes Internet et Skyscanner, donc ma propre boîte. Et du coup, je suis parti là-bas et ensuite je suis parti pour 2 ans là-bas. Ok, et qu'est-ce qui a fait que finalement ça t'a pas plu et t'as voulu arrêter cette expérience? Alors, déjà, il y a une petite particularité, hein, c'est que c'était une société dans le voyage. Et du coup, après 1 an et demi là-bas, bon, ben, on s'est retrouvé dans une situation globale de pandémie que personne n'aurait pu imaginer. Donc effectivement, donc Skyscanner, une boîte qui a été en croissance pendant 15 ans, qui a fait que grandir, qui était devenue le leader des comparateurs de vol, ben, s'est retrouvé du jour au lendemain à ne plus avoir de trafic sur son site et forcément à avoir très peu de personnes qui pouvaient encore voyager. Et donc du coup, je pense que ce Ouais. confinement pour moi, ça a été aussi un moment un petit peu de réflexion. Et je me suis dit, ok, en fait finalement, tu vois, une partie de ta vie, c'est aussi décider où tu veux vivre. Et moi, j'ai pris du recul et je me suis dit finalement, l'endroit où je suis le mieux, c'est quand même chez moi en Alsace. Et du coup, j'ai commencé à chercher quelque chose sur Strasbourg. Et c'est là ensuite que j'ai trouvé une position bien au-dessus en plus de ce que j'avais chez Skyscanner. Donc dans une société qui s'appelle Scalingo, où je suis maintenant Ouais. Head of Growth. Et du coup, Scalingo, c'est une société qui fait de l'hébergement web. Donc pour en dire un peu plus, c'est un platform as a service. Donc c'est de l'hébergement web dans lequel tu n'as pas à gérer de serveur. Donc très pratique pour ceux qui veulent héberger des projets web comme toi, à mon avis. Oui, oui, clairement, j'utilise des solutions comme ça. Sur mes projets, j'utilise un truc qui s'appelle Vercel. Je sais pas si tu connais. Alors ça me dit rien du tout, non. Bon, c'est une plateforme où pareil, tu envoies ton code sur GitHub, qui est la plateforme qui sauvegarde ton code, et tout seul, ça vient builder ton projet, le mettre en ligne. C'est c'est une simplification du process, pareil quoi. En gros, il y a plein de façons de faire différentes. Vercel, c'est assez connu aux États-Unis. Et puis, ils ont bénéficié de très grosses levées de fonds parce que c'est eux qui ont inventé Next.js, c'est un framework de React ultra connu. Ouais. Et du coup, grâce à ça, ils ont levé pas mal de fonds et donc ils ont créé leur propre plateforme d'hébergement. Et donc du coup, eh ben, ça fait qu'ils proposent plein de choses gratuites assez improbables, mais c'est avantageux pour les petits makers aussi. Puisque Ouais. vu que c'est eux qui font Next et qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent, ça marche tout seul. Quoi. Tu fais clic, connecter, Vercel, GitHub, fin, ça marche, ça déploie. Donc ils ont vraiment été bons sur ça. Ok, et donc je crois qu'on a un peu shortcut là. Comment t'as trouvé ton poste à Scalingo? T'avais dit que c'était par rapport au blogging finalement que t'as trouvé ça? Ouais, exactement. Donc, si tu veux, au milieu de mon expérience chez Skyscanner, donc je me suis dit, tiens, j'ai toujours le nom de domaine de ma boîte, donc Ouais. Brunation, hein, brunation.fr.
Et en fait, quand je travaillais chez Skyscanner, il y avait plein de blogueurs qui venaient vers nous, voilà, pour bosser avec Skyscanner, et ils voulaient faire quelque chose qui s'appelait de l'affiliation. Tu vois. Moi, je n'ai presque jamais entendu parler d'affiliation. Le concept de l'affiliation, c'est tout simple. Hein, tu recommandes un service, et puis quand quelqu'un utilise ce service, en contrepartie, tu touches une commission. Tu vois. Et du coup, tu vois, le truc tournait un peu dans ma tête. J'apprenais de plus en plus de choses sur le SEO, le content marketing et autres. Je me rendais compte que c'était ça ce qui me plaisait vraiment. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ce nom de domaine brunation.fr et je vais essayer d'en faire un blog sur la bière et d'en faire le blog leader sur la bière dans la francophonie, quoi. Et du coup, je me suis mis à écrire. Alors là-dessus, voilà, tu deviens pas un écrivain du jour au lendemain. Donc il y a eu un chemin un peu bossu que je pourrais raconter après, si tu veux. Mais du coup, finalement, ce jour-là, c'est un peu le jour où je suis passé de salarié à makers en quelque sorte. J'ai gardé mon emploi, mais je suis passé un peu en side business et j'ai commencé à développer Brunation, à écrire un petit peu tous les jours de nouveaux articles, quoi. Et du coup, à partir de Brunation, donc petit à petit, c'est devenu un des blogs leaders sur la bière. T'as fait de l'affiliation du coup dans Brunation ? Ouais, bien sûr, ouais. Okay. Je pense même que je suis devenu un peu un spécialiste de l'affiliation à partir de là, qui est un peu mon plus grand moyen de monétiser mes blogs aujourd'hui. Ok. Et du coup, tu vois, même finalement ce blog, donc il y a eu différentes choses. Il y a eu petit à petit de la monétisation. Donc ça, par l'affiliation, effectivement. Donc ça m'a permis de générer des revenus tous les mois, même régulièrement de générer en fait un deuxième salaire tous les mois, parce que même moi je pensais pas possible, tu vois. Je pourrais en dire un petit peu plus après si tu veux. Et en parallèle, petit à petit, il y a aussi des gens qui sont arrivés sur mon site web et qui ont vu mon histoire et donc qui ont découvert que voilà, avant ça j'avais eu une place de marché dans la bière, que ça n'avait pas marché. Et du coup, petit à petit, ils ont commencé à me contacter. C'est arrivé plusieurs fois, hein, vraiment. Et du coup, en discutant avec eux, voilà, je me rends compte un petit peu qu'ils ont des besoins en marketing, qu'ils ont des besoins en SEO. Et à partir de là, j'ai commencé à faire du freelance pour ces boîtes. Donc, tu vois, finalement, là, je passe de juste salarié à Makers, qui a un blog, qui commence à faire du freelance en parallèle. Et du coup, j'accumule les expériences, et ça m'apprend à chaque fois de plus en plus. Et ensuite, effectivement, quand j'ai décidé de revenir à Strasbourg et que j'ai vu cette offre chez Scalingo, alors d'autant plus que Scalingo, c'était une boîte que je connaissais déjà par le passé, hein, comme j'avais moi-même eu ma boîte en Alsace. Et du coup, à partir de là, une fois qu'on a fait l'entretien, au lieu d'avoir une seule expérience où j'aurais pu justifier quelque chose, en fait, je me retrouve avec quasiment 5 expériences différentes que j'ai fait sur le court espace de 2 ans, en essayant d'automatiser un maximum de choses et en essayant vraiment de créer cette exponentielle dont tu parlais un petit peu avant, et qui est une exponentielle un effet de levier qu'Internet t'offre aujourd'hui et qui est extraordinaire. Et j'ai une question par rapport à ça. Quand tu as commencé à créer du coup le side business Brunation, c'était quoi le temps que tu passais dessus ? Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée ? Brunation, pendant la première année, j'y ai passé 1 heure par jour, tous les jours en semaine. Le week-end, de temps en temps, j'y ai passé 1 heure en plus, mais c'était pas toujours le cas. Et ça, c'est aussi tu te prenais 1 heure entre midi et 2 Alors, en fait, au début, j'ai un peu testé de prendre 1 heure le soir, et j'étais vraiment pas régulier. Je suis arrivé à la fin du premier mois, j'avais écrit un article. Donc, je me suis dit, ok, si je veux attirer du monde sur mon site avec un article, ça va être compliqué, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, il faut complètement changer cette méthode. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que tous les jours, je vais me lever 1 heure avant. Et pendant cette heure-là, je vais la consacrer à l'écriture. Mais vraiment, quand je te dis la consacrer à l'écriture, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'est vraiment de l'écriture à 100% pendant 1 heure. Ok. Et donc, tu as fait ça pendant combien de temps ? Et du coup, ça a duré pendant 1 an, la première année. Alors, petit à petit, les tâches ont évolué, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as 50 articles sur ton site, que tu commences à générer tout doucement un petit peu de trafic, tu te dis, ok, là, peut-être comme je génère un peu de trafic, je peux essayer d'aller vers l'affiliation. Et essayer un petit peu de vendre certains produits, et du coup tu commences à travailler un petit peu plus de l'optimisation, de voilà comment t'optimises ou autre. Et d'ailleurs moi j'ai fait une erreur invraisemblable, parce qu'au début j'ai écrit tous les articles, et une fois que j'avais 50 articles,
je suis revenu à zéro pour changer les liens et les changer en liens affiliés. Donc ça m'a pris un temps fou. Voilà, c'est un petit peu la partie d'apprentissage qui est au début. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment une période qui a duré entre 10 et 12 mois. Ça n'a pas duré exactement un an, c'était un petit peu moins longtemps. Et en fait, au bout de 10 mois, il y a vraiment un petit peu de trafic. Maintenant, c'est un blog qui me prend à peu près 1 heure par semaine. Tu te rappelles, c'est quoi un petit peu de trafic à ce moment-là? Ouais, alors à l'époque, quand je prends du recul, ça me paraît pas tant que ça par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais si tu veux, donc le blog, je l'avais commencé en octobre, et en octobre de l'année d'après, il y a en moyenne 10 000 personnes par mois qui viennent sur le blog. Et ça fait pas beaucoup. C'est bien, déjà, c'est vraiment bien. C'est ça. En fait, si tu veux, si tu regardes tout le long, tu te dis sur un an, tu as 10 000 personnes qui viennent sur ce blog. Alors déjà, 10 000 personnes, c'est bien par rapport à beaucoup de blogs, mais malgré ça, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais tu vois, là, à ce moment-là, ça génère déjà des revenus, donc c'est rassurant. En plus, ça m'a déjà amené 2 clients en freelance à l'époque, donc c'est rassurant aussi. Donc tu te dis, ok, je fais pas ça pour rien, ça rapporte vraiment quelque chose. C'était quoi le revenu au bout d'un an? Au bout d'un an, sur le blog, purement en affiliation, on était entre 500 et 700 euros par mois. Oui, c'est bien déjà. Ouais. C'est pour 10 déjà 000, pour 10 000 visites mensuelles. Ah non, par jour? Par jour? Par mois. À l'époque, on est à 10 000 visites par mois. Par mois. Alors même pour préciser un peu, c'est 10 000 visiteurs uniques par mois, ce qui en général fait entre 12 500 et 15 000 visites, vraiment. Ok. Et ensuite, petit à petit, j'ai appris un petit peu plus, j'ai optimisé un peu le SEO, et il y a vraiment eu un pic à partir de mars de l'année d'après, où là, en fait, je suis passé de 300 à 1500 visiteurs par jour, quasiment. Donc, il y a eu un moment où vraiment Google a vraiment favorisé mon site, et après, c'est jamais vraiment redescendu. Mais ça, c'est vraiment. Et tu saurais dire, c'est quoi, quelles sont les actions concrètes, tu penses, qui ont amené ça? En fait, si tu veux, la raison est tout simple, c'est que le SEO, le marketing de contenu, ça prend du temps. Et avant d'avoir vraiment cet effet cumulé qui va arriver, ça va te prendre beaucoup de temps, tu vois. Et donc finalement, au début, j'ai eu beau publier des articles, avant que Google te fasse vraiment confiance et te mette vraiment en avant et se rende vraiment compte que tes articles correspondent à l'utilisateur, ça prend du temps, tu vois. Et si tu veux, t'as l'impression que le pic, il est soudain, mais en réalité, le pic, il est pas si soudain. C'est juste que, tu vois, mois après mois, ça augmente. Ouais. Et d'un coup, t'as un article sur lequel il y a énormément de recherches qui passe vraiment très haut en première page. Et donc là, d'un coup, au lieu d'augmenter comme ça, ça fait un peu comme ça, tu vois. Et du coup, après, à partir de là, tu vois, à partir de ces articles, tu peux optimiser un peu les liens internes et tu vas essayer de distribuer un peu le jus et le jus SEO. Et à partir de là, tu as d'autres articles qui commencent à remonter. Et après, tu as vraiment cet effet cumulé qui se crée. Et là, tu regardes ça et c'est vraiment un plaisir. Tu vois, tu sens vraiment que tout le travail que tu as mis dedans, ça paye, quoi. Ok, ouais. Et au niveau du SEO, tu t'étais formé où? C'est dans les études que tu as fait? C'est dans les startups où tu as bossé? Comment t'es monté un niveau sur ça? Alors, pour te dire, au début, je suis essentiellement monté au niveau tout seul. En réalité, quand j'ai monté ma boîte, donc en tant que place de marché de vente de la bière, donc vraiment Brewation étape startup, tu vois, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on s'est dit on va essayer de développer le SEO. C'était pas forcément une bonne idée parce qu'avant de développer le SEO, il te faut un an, donc en fait, ça payait pas forcément. Et du coup, j'ai commencé à ce moment-là un peu à me renseigner. Je commençais un peu à lire des articles. Et le problème dans le SEO, c'est que très souvent, la plupart des gens qui en parlent sont déjà des experts du sujet. Et il y a peu de personnes qui vulgarisent vraiment ça et qui partent vraiment à zéro. Tu vois, ils vont vraiment te parler de trucs déjà très poussés, tu vois. À part quelques exceptions, mais c'est rare. Et du coup, ensuite, à partir de là, quand je suis entré chez Skyscanner, il fallait quelqu'un pour s'occuper du SEO sur le marché français. Et du coup, avec les expériences que j'avais déjà, ça m'a permis un petit peu de briguer au début un poste un peu junior SEO là-dessus.
Et après, voilà, en progressant finalement, tu vois, là-bas, je m'occupais du SEO sur tout le marché France, Europe, Middle East et Afrique. Donc finalement, tu vois, j'ai eu la chance de me former dans une boîte qui était déjà championne un peu là-dedans. Et en plus Oui. de pouvoir commencer comme un junior un peu là-dessus, même si j'avais déjà des connaissances, et de monter petit à petit. Et encore aujourd'hui, tu vois, tu dois continuer à te former tous les jours sur ce sujet, tu vois, parce que ça évolue à une telle vitesse que voilà. Oui, Google continue à changer l'algo en continu, donc il y Ouais. a plein de choses qui évoluent. J'ai une question par rapport à ça. Je vois que, enfin, j'ai plein de gens autour de moi commencent à essayer pas navigateurs, d'autres moteurs de recherche. Ça a un impact, ça? Tu vois sur ton blog, par exemple, qu'il y a des gens qui utilisent d'autres moteurs de recherche ou c'est 98% Google? Écoute, aujourd'hui, pour moi, ça a toujours pas d'impact. Google reste de loin le leader, tu vois, même en France, ils sont encore au-dessus de 90% de part de marché, ce qui est juste énorme. Et dans tous les cas, tu vois, je pense que ça devrait pas avoir d'impact tant que toi, le contenu que tu crées, c'est le meilleur contenu possible pour l'utilisateur sur un sujet précis, tu vois. Et donc finalement, que ce Oui. soit Google, que ce soit Bing, que ce soit quelqu'un d'autre, bah, leur objectif c'est toujours le même, tu vois, c'est de pusher à leur utilisateur le meilleur contenu possible sur un sujet défini. Oui, en fait, toute la base est la qualité du contenu, et après, le reste, c'est que des optimisations liées potentiellement au moteur de recherche ou à ce qu'ils désirent, mais la base est le contenu, quoi. C'est ça que Ouais, tu veux dire. exactement, ouais. Ouais. Honnêtement, 80-85% du travail, c'est le contenu. Et après, les petites optimisations, les petits trucs un peu rigolos, en fait, c'est c'est une toute petite partie du travail, tu vois. Et souvent, quand tu arrives dans le SEO, il y a tellement de choses à savoir que tu es un peu perdu, tu vois. Tu as des gens qui te parlent de liens, de créer des liens, de machin. T'en as d'autres qui te parlent de SEO Ouais. technique, d'expérience utilisateur, de trucs. Mais en fait, la base, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même. C'est t'as un sujet défini, t'as un mot-clé. Bah, comment tu fais pour créer le meilleur contenu possible sur ce mot-clé, tu vois. C'est drôle, ça me fait penser un petit peu à LinkedIn. Il y a plein de gens en ce moment qui vendent leurs meilleures techniques pour faire des posts sur LinkedIn qui marchent. En vrai, le seul truc qui marche, c'est de faire un truc qui intéresse les gens et pas que tu essayes de vendre ce que tu fais. C'est dans l'ancienne boîte où j'étais, c'était un sujet qu'on avait souvent. À chaque fois, je dis mais en fait, quand les posts qu'on écrit, c'est des posts où on vend ce qu'on fait. On n'apporte rien à l'utilisateur. Si notre boîte n'existe pas, il y a aucun contenu. Donc ça veut dire qu'on n'apporte rien à l'utilisateur. Et c'était un sujet qui revenait tout le temps parce que bah, c'est dur en fait quand tu fais du marketing. Ton but c'est dans un certain sens de vendre et que ça soit un article sur LinkedIn ou n'importe où. Tu te mets dans la tête de ben, c'est parce que j'aimerais vendre ma solution. Et en fait, du coup, t'apportes rien aux gens, et du coup, bah, tu vends que dalle parce que tu leur apportes rien. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a deux choses. T'as effectivement ça primordial à apporter de la valeur au lieu d'être vraiment dans ce focus vente, tu vois. Ouais, Et il y a une deuxième chose aussi qui est en fait euh, la consistance dans le sens où, tu vois, très souvent quand tu commences une stratégie de contenu, ben, tu te dis vas-y pendant un mois je poste une fois par semaine sur LinkedIn ou pendant un mois je fais un article de blog tous les mois. ouais, Mais le problème en fait c'est que avant que ça paye et que ça rapporte vraiment, il va falloir le faire pendant beaucoup plus longtemps, tu vois. Parce qu'une stratégie de contenu, une stratégie de SEO, tu peux faire des petits pics en réussissant bien tes trucs au début, mais pour que ça marche, il faut vraiment travailler ça sur le long terme. C'est un jeu de long terme purement et simplement. ok, ouais. Ouais, je pense que on a bien saisi les deux points les plus importants, quoi. La qualité du contenu et la récurrence de le faire. Ouais. Je pense que moi, tu vois, j'essaye d'écrire là depuis 2 mois une newsletter. Toutes les semaines, bah, j'ai fait 16 newsletters, donc ça fait un peu plus que 2 mois, ça fait même 3 mois. Et effectivement, je me rends compte que à quel point c'est important de le faire de manière récurrente. Et petit à petit, en plus de ça, ça te permet de découvrir c'est quoi la valeur que t'apportes, parce que des fois tu vois qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, qui performent mieux que d'autres, donc tu comprends un petit peu empiriquement
c'est quoi apporter de la valeur aussi? Parce que apporter de la valeur, c'est bien, mais comprendre ce que c'est vachement plus dur, surtout dans ta thématique en particulier. Quelles sont les problématiques vraiment que les gens ont, qui n'arrivent pas à résoudre, qui recherchent, parce que des fois il y a des problématiques que les gens ont et ils en ont rien à foutre, ils sont contents d'avoir ces problèmes, ils cherchent pas de solution. C'est comme construire un produit finalement. Si tu fais un produit dont les gens, c'est un problème qu'ils ont, mais ils en ont rien à faire de le changer, ton produit, il va pas fonctionner, quoi. Ouais. Et puis, tu vois, je pense qu'il y a aussi un autre point, c'est que aujourd'hui, tu vois, finalement, il y a deux opportunités pour créer vraiment de la valeur et pour générer un effet de levier. Tu as une première opportunité, en fait, qui est vraiment de purement créer un produit. Alors, si tu es développeur ou autre, bah forcément, tu as des facilités là-dedans. Après, tu as des gens comme moi, tu vois, qui savent pas coder. Alors, bien sûr, tu as le no-code, tu peux un peu créer des produits, mais t'as pas forcément la même facilité. En revanche, tu vois, ce que aujourd'hui quasiment tout le monde a en main, c'est de potentiellement créer un média, et c'est l'écriture. Et ça, c'est un petit peu un deuxième moyen d'apporter de la valeur, de créer un contenu. Alors, ça peut être par l'écriture, ça peut être par un podcast, hein, comme tu le fais aussi. Ça peut être par des vidéos YouTube et plein d'autres choses. Mais en fait, effectivement, c'est un moyen incroyable d'apporter de la valeur aux gens et de générer un effet de levier grâce à l'exponentiel et à la visibilité que t'offre Internet. C'est Johan Lopez qui a mis vachement ce côté en avant avec le nom de sa newsletter Snowball. C'est vraiment ça, quoi. Plus tu fais rouler la boule et plus elle grossit, et du coup meilleure est ton inertie et mieux tu vas arriver à faire des choses. D'ailleurs, c'est un peu de là que partait l'idée du podcast, et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des projets qui marchent. Pour ça, il me faut plus de notoriété, parce que grâce à ça, forcément, mes projets ont une meilleure inertie. Et du coup, c'est de là que j'ai fait le podcast. En plus, je me suis dit, je vais rencontrer des gens qui sont trop stylés, comme Luca, et avec qui on va avoir des sujets super intéressants, et ça va m'enrichir, et ça va enrichir les gens qui l'écoutent. Donc c'est win-win. Et je pense que c'est la même chose quand tu vas faire un blog. Si ton premier point c'est de dire ok, j'essaie de créer une réputation sur internet pour faire que mes produits se vendent mieux ou ce que je fais se vende mieux, il faut pas oublier que sur le chemin, en fait, c'est toi qui vas apprendre énormément, parce que tu vas apprendre ce que c'est un bon contenu, tu vas aussi apprendre à faire du bon contenu, mais tu vas aussi apprendre le contenu de ce que tu veux publier, parce qu'en fait, tu vas être obligé de te mettre dans une position de j'apprends un maximum pour pouvoir rediffuser un maximum, sinon tu vas faire des articles vides de sens et ça ne servira à rien. Donc du coup, c'est le meilleur outil pour juste devenir meilleur dans ton taf aussi, je pense. Totalement, à 100%. Et tu vois, je pense que tu sois salarié, que tu sois maker, que tu sois indépendant, de base, dans tous les cas, vraiment de mener un projet sur Internet, quel que soit le type de projet, ça va t'apporter. J'ajouterais même un autre point par rapport à tous ces points intéressants que tu as souligné, Martin. Ce serait que ça va aussi t'apprendre la discipline, tu vois, dans le sens où, bien sûr, tu vas avoir ton taf, mais à côté, va falloir apprendre à t'organiser. Va falloir découvrir des outils qui vont t'aider à t'organiser. Va falloir peut-être te lever tous les jours 1 heure plus tôt, et ça demande, tu vois, aussi une organisation qui est super importante, et ça va t'aider dans ton taf ou dans n'importe quel projet ensuite. Et comment tu mettrais en parallèle le fait que pour faire ton projet de blog, finalement, tu t'es levé 1 heure plus tôt? Et ça, c'est pas vraiment dans la direction de la liberté, a priori. Comment tu le paralléliserais par rapport à la liberté que t'as maintenant? Ouais, c'est une super question. Alors, je pense qu'effectivement, à la base, ça peut aller un peu dans un sens contraire de la liberté, mais pour moi, c'était une manière de mieux m'épanouir, tu vois. Et je pense que ça passait par différentes choses. Ça passait par une première chose qui était vraiment, tu vois, au moment où je crée le blog, même si je travaille dans une boîte qui est vachement sympa, horaire flexible, il y a un baby-foot, il y a un ping-pong dans le bureau, tu vois, ce genre de truc. Mais à côté de ça, tu vois, je ressors quand même d'un échec. Tu vois, j'ai lancé une boîte, j'ai voulu la développer, ça n'a pas marché. Tu vois des gens autour de toi qui montent des boîtes, ça marche. Tu discutes avec d'autres blogueurs pour qui ça marche. Tu vois, tu te dis merde, ok,
Tu vois, tu veux te prouver, ne serait-ce qu'à toi-même, que tu en es capable. Après, il y avait une deuxième chose aussi, c'est que, en fait, moi, j'avais besoin d'apprentissage. Donc, j'avais besoin de me dire, ok, j'apprends des choses peut-être au boulot, c'est très intéressant, mais j'ai besoin de les mettre encore plus en pratique dans un projet personnel, tu vois. Et effectivement, tu vois, ça c'est ce que j'ai fait, tu vois, en travaillant sur le blog et autres, ben, ça m'a permis d'avancer là-dessus, tu vois. Et après, il y avait un troisième point, c'est que je voulais aussi, à terme, ne plus dépendre d'un seul revenu. Et à l'époque, tu vois, le seul revenu Ouais. que j'avais, c'était des revenus de salarié. Donc, je voulais un petit peu créer une autre source de revenus. Et je me suis dit, à partir de tout ça, tu vois, je vais vraiment générer un petit peu de l'exponentiel. Et ça va me permettre de me développer et ensuite d'aller découvrir d'autres choses, tu vois. Donc même si ça allait peut-être un peu à l'opposé de la liberté, moi j'étais à un moment de ma vie où, et si tu veux, un tournant de ma vie où j'étais conscient que j'étais plus ou moins obligé de rester salarié parce que j'avais pas forcément beaucoup de skills à vendre, tu vois, parce qu'en fait finalement pendant 2 ans en développement de ma boîte, j'ai fait tout et rien, mais j'avais aucune spécialité vraiment à vendre purement, ou du moins je voyais pas la valeur que je pouvais apporter si j'étais freelance. Euh, et puis à côté de ça, tu vois, j'avais besoin d'apprendre de nouvelles choses et d'aller un petit peu me affronter un peu le géant Internet, tu vois, pour découvrir et développer de nouvelles skills. Tu vois. Donc c'était un défi un peu personnel en premier lieu, et t'espérais que ça compound derrière, que ça fasse des intérêts sur le long terme, quoi. Exactement, ouais, exactement. Et tu vois, ouais, Je crois que c'est un vrai point important, ça, parce que, par exemple, tu vois, quand tu compares, à un moment donné, je postais vachement sur LinkedIn, et à un moment donné, tu vois, j'ai pris du recul et je me suis dit, attends, mais ce que je suis en train de faire là, c'est je suis en train de poster sur LinkedIn, donc j'enrichis LinkedIn avec mes posts, c'est cool, je fais des vues, mais si demain j'arrête de poster, eh ben, j'ai plus de vues, j'ai plus rien. Ça compense pas, en fait. Ça fait pas d'intérêt du tout. Ça fait de l'intérêt parce que dans la plateforme, tu gagnes en valeur, mais c'est toujours lié à ton temps. Et c'est le truc que je voulais pas faire. Donc c'est pour ça que maintenant, je le fais plus et que j'essaye de me détacher de ça. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Tu vois, quand tu bosses dans une boîte, c'est génial. Tu vas peut-être monter en grade, tu vas peut-être gagner plus. Mais en fait, si tu t'arrêtes de bosser, bah, t'as plus d'argent. Parce que cette boîte, tout le système, il est construit dans le sens où bah, chaque minute que tu passes améliore l'argent que tu gagnes. Mais dès que tu t'arrêtes, la corrélation s'arrête, quoi. Tout s'arrête. Alors que dans les side projects qu'on essaie de construire, tu vois, il y a une vraie décorrélation potentielle. Ton blog, là, tu peux arrêter d'écrire, ça va continuer à rouler. Petit à petit, ça va mourir, mais il y a une meilleure inertie que bosser juste dans une entreprise, quoi. totalement, totalement. Et c'est vrai que quand tu bosses dans une entreprise, tu peux quasiment jamais générer d'effets cumulés, tu vois, finalement. Alors, bien sûr, tu peux générer un peu un réseau qui va t'aider potentiellement à l'avenir ou autre, mais tu vas jamais générer l'effet cumulé aujourd'hui que te propose Internet, tu vois. Et sur LinkedIn, d'ailleurs, c'est une plateforme intéressante parce que je trouve qu'elle offre actuellement beaucoup de visibilité. Mais effectivement, si tu n'arrives pas à récupérer cette audience ou à la faire d'une manière ou d'une autre venir vers ta newsletter, et que en plus ça te prend énormément de temps alors que tu as d'autres opportunités à côté, c'est pas forcément la plateforme la plus à même de générer un effet cumulé derrière. Alors, après, elle ne tient qu'à la personne qui fait cette stratégie d'être bon et de savoir récupérer la valeur. Par exemple, j'ai vu une fille qui s'appelle Caroline quelque chose. J'ai perdu son nom, désolé si tu nous écoutes. Je sais qu'elle est auditrice en plus et je voudrais qu'elle vienne dans le podcast d'ailleurs. J'ai envoyé un message, mais elle m'a pas répondu. Donc si t'écoutes, réponds à ce message. Et elle fait une newsletter sur la crypto-monnaie et elle en parle sur TikTok. Ok. Et du coup, je me suis dit comment elle arrive à faire que de TikTok, elle gagne des utilisateurs parce que toute sa newsletter a été créée via TikTok. Elle a 7000 personnes, tu vois. Et du coup, je suis allé voir et en fait, à chaque fois qu'elle fait une vidéo, à la fin, elle dit, eh ben, si ça tu veux en savoir plus, inscris-toi, c'est dans ma bio, t'as la newsletter et t'auras les infos en détail. Et c'est génial parce que du coup, Twitter, c'est un super moyen pour aller récupérer un max d'audience. Facilement, et après de ça elle arrive à récupérer une petite partie
et qui vient sur sa newsletter, et là d'un coup elle a leur email, elle a une vraie relation avec eux, beaucoup plus directe que via TikTok, où si TikTok il ferme son compte, ben c'est mort, et si elle arrête de poster, elle a plus d'audience, quoi. Ouais, totalement. Et tu vois, moi, un de mes projets justement de l'année 2021, c'était de réussir à progresser dans la gestion des micro-contenus. Tu vois, donc par exemple, maintenant, je vais créer un article de blog pour mon blog sur la rédaction de contenu sur le SEO. Je vais créer ça, tu vois, et je vais me dire, ok, est-ce qu'il y a une petite partie que je peux reprendre pour la réutiliser sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a une petite partie que je peux reprendre pour en faire une vidéo YouTube, tu vois? Tu peux la transformer en script de vidéo YouTube potentiellement, tu vois. Et en fait, je pense que comme ça, tu vas réussir à générer aussi un petit peu un effet cumulé en multipliant un peu l'impact de toutes ces plateformes. Alors après, il faut toujours aussi être conscient du temps que tu veux investir dedans. Et il faut être conscient que ton temps, tout ça, ça va aussi te prendre une micro-partie de ton temps qui n'est pas illimitée, tu vois. Je vois. C'est un des trucs que j'ai aussi pas mal réfléchi pour le podcast et qui est en train de monter, c'est que ben, là tu vois une discussion qui va durer 1 heure et demie, et on parle de plein de sujets, et en fait c'est plein de sujets qu'on pourrait creuser dans des articles de blog, c'est le format parfait. Et derrière tu pourrais refaire des petites vidéos, des petits extraits. Pour le moment ça se fait, j'ai un extrait par invité, et on a la vidéo sur YouTube maintenant. Mais il manque encore cette stratégie-là parce que j'y passe pas le temps suffisant et que j'ai plusieurs petits projets, etc. Mais clairement, je pense que il faut vraiment voir le contenu comme un endroit où tu as vraiment une source essentielle. Par exemple, toi, c'est le blog. Tu vas avoir donc tes articles de blog qui sont assez denses sur certains sujets. Et de là, tu vas aller pouvoir refaire, par exemple, des posts LinkedIn, des vidéos TikTok, des trucs sur Snapchat ou sur Insta, des Reels. Et tout ça, il faut que ça revienne à ton contenu mère qui est le blog. Et comme ça, en fait, tu récupères vraiment la relation à l'endroit où elle a le plus de valeur pour toi. Je pense que c'est clairement quelque chose que je comprenais pas avant. Au début, tu sais, quand tu crées du contenu, tu dis il faut être sur toutes les plateformes, tu te mets partout, tu comprends pas ce que tu fais là. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai arrêté de le faire sur le podcast, par exemple. Moi, j'ai plus rien, j'ai tout fermé. j'avais un Insta, il est à l'abandon. Enfin, j'ai arrêté de les utiliser, quoi. Mais maintenant, tu vois, je commence à vraiment comprendre, à force d'avoir créé du contenu, comment je pourrais le faire. Après, il faut savoir comment tu y dédies du temps. Et t'as pensé, toi, par exemple, à le déléguer, ça, les micro-contenus? Ouais, j'ai pensé à le déléguer. Alors, faut savoir en fait que au cours de cette année, justement, j'ai un petit peu inversé l'ordre de mes priorités. Donc, au départ, j'avais une grosse priorité autour du blog sur la bière, où je voulais, tu vois, créer encore plus. Donc, je voulais potentiellement créer un e-book, faire une newsletter par semaine, faire des vidéos YouTube, plein de choses, tu vois. Donc, j'avais en début d'année vraiment cette priorité. Et au bout de quelques mois, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça et je me suis dit, ok, finalement, ce qui me plaît le plus, c'est pas forcément de parler que de bière, tu vois. Je veux pas devenir l'expert bière français. C'est pas quelque chose qui me donnait envie pour le futur, tu vois. C'est une passion, j'adore ça, je suis vachement intéressé, j'adore les rencontres que tu fais, tu vois, les rencontres avec les brasseurs, toutes les portes que ça m'a ouvert. En fait, ce que j'aimais vraiment, c'était le marketing de contenu, tu vois, le content marketing, le SEO et autres. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, il faut que je mette mon énergie sur ce blog-là, qui certes en est assez balbutiement, mais en fait, c'est ça ce qui me donne le plus envie, tu vois, un petit peu en termes de blogging actuellement, tu vois. Et du coup, actuellement, justement, sur ce blog-là, j'en suis pas à une phase où vraiment je peux déléguer du contenu ou autre, parce que c'est un blog qui, pour l'instant, vient à peine d'être créé. Il y a une dizaine d'articles dessus, j'en ai une vingtaine à publier dans les prochaines semaines ou autre, tu vois. Mais en revanche, moi, très vite, ce dont je me suis rendu compte, tu vois, au début, sur la partie Brunation, si tu veux, j'ai tout fait. Même erreur que toi, tu vois, donc j'écrivais mes articles de blog, je passais mon week-end à poster sur Instagram, je faisais des posts Facebook et plein de trucs à la fois, tu vois. Et après, je commençais les vidéos YouTube. Et à un moment, déjà, je me suis rendu compte d'une première chose, tu vois, c'est que petit à petit, tu vois, je commençais à vendre des articles sur la bière à d'autres personnes.
Donc, tu vois, t'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient ah j'ai besoin d'un article sur la bière pour mon blog, est-ce que tu peux l'écrire et donne-moi tes tarifs et puis on s'arrange pour voir si c'est bon. Tu vois. Et du coup j'ai remarqué ok ces articles sur la bière ça me prend maintenant 2 heures, donc en gros j'ai besoin de 2 heures de plus par semaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait sur mon blog, tu vois par exemple sur WordPress, j'investissais 1 heure par semaine à la mise en page des articles. Tu vois. Donc je me suis dit ok attends 1 heure par semaine. Sachant que en 1 heure, je peux facturer un demi d'article de blog, donc je peux quasiment le facturer 100 euros. Peut-être que potentiellement il y a quelqu'un que je peux payer pour faire ça, tu vois. Et donc là, voilà, ma sœur était étudiante, donc je lui ai proposé de faire ça. On s'est arrangé pareil sur quelque chose. Et donc tu vois, j'ai déjà remarqué que certaines tâches, en fait, t'as un moment où t'es capable de facturer ton heure beaucoup plus cher que de faire certaines tâches, tu vois. Et je me suis rendu compte de la même chose sur du montage vidéo. Tu vois, une vidéo YouTube, moi je prenais 2 heures pour la monter. Et en fait, 2 heures, c'est quelque chose que je peux, enfin tu vois, à mon avis, j'ai un meilleur temps à faire ça, sachant que moi, j'aime pas du tout monter des vidéos, tu vois. Et du coup, te tourner vers un monteur, c'est pas ta passion. C'est une opportunité, tu vois. Et du coup, pour l'instant, c'est un petit peu. On a eu le même sujet sur le podcast. Ouais. sur le podcast, c'est le même sujet. Je sais pas si t'as vu dernièrement, là, j'ai changé de personne qui montait et j'ai quelqu'un qui écrit les résumés des épisodes parce que en fait, ça, j'avais pas trop de valeur. Faire l'échange avec l'invité, c'est super important pour moi. Ça, je peux pas le déléguer, tu vois. C'est là où on a vraiment toute la valeur que moi j'ai dans l'échange et l'invité a dans l'échange. Mais par contre, derrière, faire le montage, alors que je sais faire, j'ai passé mes années d'étudiant à monter des vidéos pour des boîtes de nuit, tu vois, donc c'est clairement un truc que je sais faire, mais j'ai pas du tout envie de le faire. Et pareil pour écrire le résumé des épisodes, où il faut que je réécoute tout l'épisode en entier, alors que là je me concentre vraiment sur le côté la newsletter que j'écris maintenant toutes les semaines, où je vais mettre en avant l'épisode en question, parce qu'il y en a un toutes les semaines enfin maintenant qui sort, et finalement aller chercher des nouveaux invités, échanger, encore grandir, et sur le côté avoir mes projets aussi pour continuer à avancer et profiter de tous ces apprentissages là. Ouais. Donc il y a clairement une question à se poser là-dessus, et je vois plein d'entrepreneurs des fois. Je prendrai l'exemple de Thibaut Houdon, par exemple, qui est formateur sur Udemy, que j'ai eu dans le podcast, et on a eu cette conversation pas mal de fois, où il me disait, j'arrive pas à déléguer, c'est super dur, j'essaie d'avoir un monteur, mais il a pas la qualité de ce que je monte, et du coup, ça perd un peu, c'est pas ce que je veux, tu vois. Et je trouve que c'est dommage, parce que, en soi, quand tu vas déléguer, je pense que tu auras toujours un moment où ça sera plus pourri que ce que toi tu fais, parce que c'est toi qui le fais, t'es dans ta tête, tu vois. La personne en face, elle est pas dans ta tête. Donc, elle est pas et en plus de ça, elle est peut-être pas aussi expérimentée que toi sur le sujet, etc. Donc, il y a un vrai point de arriver à comprendre c'est quoi déléguer et arriver à le faire, quoi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. T'as tout un apprentissage là-dessus aussi, quoi. C'est pas si simple. Ouais. Et après, en plus, je pense que, tu vois, quand tu formes quelqu'un, faut accepter qu'au début, tout ne va pas forcément être parfait. Et ça aussi, c'est dur parfois. Ouais. Et finalement, en fait, tu vois, c'est un peu comme des revenus passifs. C'est un peu comme un blog, un podcast. Au début, tu as besoin de mettre beaucoup d'énergie dedans. Tu vois, tu as besoin de mettre beaucoup d'énergie pour former cette personne. Tu vas devoir lui expliquer, tu vas devoir prendre le temps, tu vas devoir prendre le temps de vraiment relire ou autre. Et en fait, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, une fois que la personne saura le faire, là, vraiment, ça va commencer à payer, ça va t'économiser du temps, tu vois. Mais au début, ça te demande vraiment de mettre une grosse énergie pour faire avancer le projet. Non, mais clairement, et puis ouais, enfin, moi, je vois en déléguant, ça m'a permis d'écrire des scripts qui définissent, en fait, qu'est-ce qu'on fait. Dans le podcast, tu vois, comment on écrit un résumé, comment on le met en ligne, que ce soit le résumé ou la vidéo, parce que il a fallu le transmettre, ça, et du coup quand on l'a transmis, en fait on l'a écrit dans Notion, et comme ça en fait si demain à un moment donné c'est une autre personne qui doit le faire, on a déjà un playbook de comment
reproduire le travail, quoi. Et ça, même pour toi, c'est intéressant. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui gardent, tu sais, tout ce qu'ils doivent faire en tête tout le temps. En fait, c'est affreux de faire ça, je trouve. Il faut absolument écrire des... Il y a un livre génial, c'est Zero to Sell, je crois. Je sais plus qui c'est l'auteur. Mais il parle de ça, justement, où il dit qu'en fait, si à un moment donné, t'as dans l'idée... Enfin, créer un business en partant dans l'idée que tu vas le vendre, ça te permet de faire, de processer des choses. Et du coup, processer des choses, c'est ultra valuable pour toi-même déjà, pour les gens que tu vas onboarder si tu as besoin d'aide. Enfin, tout ça, ça va t'aider en fait dans le futur de ton entreprise. Faut que je trouve le nom de l'éditeur, de mec qui a écrit ça. Ouais. Mais non, effectivement, moi, C'est Zero to Sold, ouais. Ah, ok. Et tu vois, même moi, je vais donner un exemple qui est très parlant. À l'époque où j'avais ma startup, donc où BrewNation était une place de marché pour vendre de la bière artisanale. En fait, alors déjà là, pour le coup, on avait vraiment très peu d'argent, mais je pense qu'il y aurait eu largement de meilleures solutions. Mais tu vois, si tu veux, on faisait tout nous-mêmes, que ce soit moi ou mes associés. Et pareil, dès qu'on mettait une nouvelle brasserie sur la place de marché, parce qu'on faisait à chaque fois, c'est que la brasserie nous envoyait ses contenus, et à la mano, nous-mêmes, on écrivait en fait tous les contenus, toutes les bières que la brasserie avait, tu vois. Et du coup, une fois que tu as entré 40 brasseries, ça t'a déjà pris tellement de temps que t'es pas capable de mettre l'énergie pour aller jusqu'à 100, tu vois, parce que ça te prend toutes tes journées et tu fais plus que ça et t'as pas le temps de t'occuper d'autres choses. Alors certes, les 3 premiers mois, tu peux travailler jusqu'à 21 heures pendant 3 mois, mais après, au bout d'un moment, physiquement, t'es obligé de faire autre chose. On n'est pas des machines, tu vois. Et le pire, c'est que je pense que si on avait eu l'intelligence à ce moment-là de se dire, ok, en fait, on va processer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fichier Excel, même pas besoin d'un truc compliqué. On va expliquer très clairement à la brasserie ce qu'elle a besoin de faire et ce qu'elle a besoin d'écrire. Ça nous aurait fait gagner tellement de temps et je pense qu'on aurait été capable de passer peut-être de 40 à 150 brasseries sur notre site. Et avec 150 brasseries, on aurait fait on aurait été une vraie place de marché, en fait, tu vois, parce qu'avec 40 brasseries et 100 produits, t'es pas une place de marché, t'es un site qui essaye de vendre des trucs sur le net, ça s'arrête là, quoi. Ok, ouais. Ouais, je vois très bien ce point, et c'est un truc, je l'ai vu dans la première startup que j'ai rejoint, ça s'appelait You2You, j'en ai parlé dans pas mal de podcasts, mais globalement, l'idée c'était de permettre à Monsieur Tout-le-Monde de livrer des colis sur sa route à Paname, quoi, tu fais de la livraison dernier kilomètre. Et faire que Monsieur Tout-le-Monde fasse des livraisons pour des entreprises, puisque notre cible principale c'était des entreprises, ça cause un réel problème. D'un côté, t'as des gens qui en ont un peu rien à foutre, tu vois, ils sont pas payés très cher, enfin, c'est pas leur job, donc ils vont faire ça du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas c'est pas le focus de leur vie, quoi. Et de l'autre côté, t'as des entreprises où eux, c'est super important. Donc t'as vraiment une différence de niveau d'importance qui est dure à gérer, donc du coup, il y avait beaucoup de support. De gens qui répondaient pas trop, qui livraient, d'abord ils s'allaient boire un coup, enfin, il y avait plein de trucs un peu improbables à certains moments. Et il y avait énormément de taf au support à cause de ça. Et en fait, du coup, ça nous empêchait de faire des bons moves parce que ça prenait beaucoup de temps. Et à un moment donné, en fait, on a pris du recul. On s'est dit, tiens, si tout le monde faisait un peu de support dans la boîte, et quand moi, en tant que développeur, du coup, je suis arrivé au support et que j'ai vu l'enfer qu'il avait à faire, le mec, pour faire des tâches toutes simples, j'ai dit non, je vais pas faire ce support. Le support, il va se gérer tout seul aujourd'hui. Et j'ai codé 3 conneries qui ont automatisé 98% du process. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, quand on a commencé à faire tout le monde va le faire, le premier qui a voulu faire du support, il s'est pété les dents parce que impossible de savoir où étaient les trucs, comment on fait. Finalement, on passait notre temps à demander au mec du support comment on fait. Donc, c'était pas du tout une journée off pour lui. C'était juste une journée où, à la place de répondre à des clients directement, il répondait à des gens qui répondaient à des clients. Donc ça ne marchait pas. Ouais. Et une fois passé l'étape du process, on s'est rendu compte qu'en fait le process était simplifiable, automatisable. Et ça, quand tu fais ça, en fait, tu te rends compte qu'il y a souvent dans ta vie, il y a plein de trucs que tu fais qui servent à rien. Des fois, le fait que tu sois là, ça ajoute, tu sais, c'est 80-20, quoi. 80% de la valeur est automatisable et les 20%, s'il faut, c'est toi qui les ajoutes.
Mais du coup, tu peux automatiser 80% du process. Et c'est ce que je fais, par exemple, pour les résumés du podcast. Tu vois, Michael qui fait les résumés et qui nous écoutera d'ailleurs. Et il fait un travail formidable, mais pour qu'il y ait un peu ma patte, ce qui correspond à ce que moi je pense, eh ben, je regarde un peu ce qu'il a fait, je lui dis tiens, t'aurais pu améliorer ça, etc. Et ça, c'est suffisant pour avoir la qualité admettable, quoi, et qui est bonne pour le projet. T'as pas besoin de faire 80% du temps. Michael, il fait un super taf pour le résumé. Il kiffe écouter le podcast en plus, donc du coup, c'est gagnant-gagnant, quoi. Il est payé pour écouter un podcast qu'il kiffe écouter. Et moi, j'ai un super résumé grâce à ça, quoi. Mais ouais, 100%. 100%. Et là, pour le coup, tu vois, c'est un sujet où, que tu sois un solopreneur, que tu sois une startup, que tu sois un freelance ou autre, c'est un sujet où ça va se retrouver, tu vois, et où finalement, en fait, faut aussi. Je pense que la première étape, c'est d'accepter, tu vois, déjà que c'est pas parce que tu le fais pas toi que c'est pas parfait. Pour moi, j'ai encore un sujet différent, tu vois, ce qui est d'accepter que, tu vois, en dépensant de l'argent, en fait, ça peut t'en faire gagner 3 fois plus, tu vois. Et après, tu vois, il y a un dernier sujet aussi, c'est à quoi tu veux occuper tes journées, tu vois. Si t'as envie de t'occuper, enfin, tu vois, maintenant, moi, je le vois avec le recul, enfin, franchement, j'ai pas envie d'occuper mes journées à gérer un article et la mise en page sur WordPress ou à monter des vidéos, c'est juste pas mon truc, quoi. Donc, si tu peux améliorer ta vie, comme tu l'as dit toi aussi, faire vivre un écosystème, aider d'autres personnes, honnêtement, fais-le, tu vois, ça va te faire gagner tellement de temps dans ta vie sur le long terme, ça vaut clairement le coup, quoi. Et il y a un truc qu'on mesure très très mal aussi là-dedans, c'est l'énergie. Tu sais, j'ai eu vachement ce débat au début quand j'étais avec ma meuf, c'est qu'elle faisait plein de trucs qu'elle gérait elle-même et qu'elle avait jamais délégué ou arrêté de gérer, tu vois. Et j'ai dit, mais tu te rends pas compte à quel point ça te pompe de l'énergie. Elle me dit, ouais, mais je sais pas, j'y pense pas, je le fais toute seule. Oui, mais en vrai, ça te consomme plein d'énergie que tu peux pas mettre ailleurs. Et si toute la journée, t'es en train de faire des trucs qui pourraient être automatisés, ben à la fin de ta journée, t'as pas l'énergie suffisante pour faire ce que tu disais, tu vois, pour aller jusqu'au bout et avoir suffisamment d'entreprises sur ta marketplace. Parce que tu fais des trucs qui te consomment de l'énergie et qui te fatiguent. Je suis 100% d'accord. Ouais. Et même parfois, tu vois, tu fais des trucs tout cons qui vont te consommer de l'énergie, tu vois, genre aller recontacter quelqu'un, relancer quelqu'un, tu vois, renvoyer un mail ou ce genre de choses. Ou même, tu vois, moi, un truc tout con que je faisais, c'est que chaque fois que quelqu'un voulait prendre un meeting avec moi, je regardais mon calendrier et je disais, je suis dispo là, tu vois. Alors que tu as des outils genre Calendly, tu fais copier-coller et c'est réglé. Les gens ils choisissent dans ton agenda et c'est fini, tu vois, ça va te coûter 10 balles par mois, mais tu vas gagner 1 heure par semaine. Bon, Ouais. bah, je pense que 4 heures par mois, tu peux faire mieux que ça, quoi. Et même si tu comptes pas le côté mercantile, le côté 4 heures par mois, comme tu l'as dit, tu as l'énergie que ça va te demander, qui va non seulement te fatiguer, t'empêcher de faire certaines tâches et qui, selon moi, et ça c'est un avis très personnel, je pense aussi que ça fait qu'à un moment, quand tu vas devoir prendre une décision, ton esprit va pas être à 100%, tu vas pas être complètement frais et tu risques de prendre la mauvaise décision. Des mauvais choix. Moi, je suis passionné de sport, tu vois, donc et tu regardes des sportifs pros, tu vois, tu regardes l'équipe de France de football, les mecs, ce qu'on leur demande, c'est de jouer au foot, tu vois, c'est genre, le reste, vous n'avez pas à le gérer. Nous, on veut que, il y a 1h30 par semaine, quand vous entrez sur un terrain de foot, il faut que vous soyez les meilleurs du monde, tu vois. Et c'est ça. Et votre focus, c'est ça. On va pas vous embêter avec gérer vos factures ou machin, tu vois. Et du coup, forcément, tu vois, ça crée un peu un décalage avec le reste des gens dans la société, tu vois, qui disent, ouais, c'est des mecs qui gagnent de l'argent, qui machin, connaissent rien au monde et tout. Mais d'un autre côté, ce qui leur est demandé, et ça leur est demandé à partir de 12 ans, quand ils entrent dans des centres de formation, c'est que ton esprit, il est là pour le foot, tu vois. Il faut qu'au moment où tu es sur un terrain, tu sois à 100%, et à côté, tout le reste, on va le gérer pour toi, t'inquiète pas, tu vois. Ouais, puis il y a un vrai... Ouais, je pense que... En fait, ton énergie, elle est pas extensible, donc faut bien que tu l'économises quelque part pour pouvoir la mettre ailleurs. C'est ce que je dis d'ailleurs moi j'ai fait un e-book justement sur comment se lancer en indépendant, et le premier truc que je dis dedans, c'est avant de vouloir te lancer, stop tout et essaye de avoir plus de temps. Si tu commences à avoir du temps pour rien branler,
et que il y a du moment où tu te dis je me fais chier, ben là tu peux créer un projet. Ouais. Avant, c'est que tu vas être nul parce que tu vas jamais le faire, tu vas pas prendre le temps, ça va être super dur. Commence par ça, tu vois. Ouais. Commence par avoir du temps C'est clair. et après on discute. Et un des points tout simples d'ailleurs que je suis en train de faire, que pousser ma copine à faire, c'est très simple. Quand t'es employé, tu dis bah je veux le même salaire, mais je veux bosser une demi-journée de moins par semaine. Et en vrai, si t'argumentes bien, il y a plein de boîtes qui vont dire oui. Parce que tu dis je vais bosser sur des projets à moi, ça va me permettre d'être meilleur dans mon taf, ça va me permettre tu vois d'avoir une meilleure énergie quand je travaille, d'être plus libre, et ça il y a plein de boîtes qui veulent des gens comme ça quoi. Clairement, ouais. Donc voilà, je pense qu'on peut revenir, on a pas mal divagué, on va revenir au sujet qui te concerne sur il y a un des trucs que j'aimerais savoir un petit peu, c'est donc Brew Nation, t'as essayé de le lancer en tant que plateforme e-commerce, t'as essayé pendant combien de temps? Et parce que tu m'as dit il y a eu plusieurs pivots, etc. On peut diguer ce sujet un peu? Ouais. Alors c'est une histoire. C'est avec le recul, je pense, qu'elle est assez intéressante et ça peut inspirer d'autres personnes qui veulent lancer une boîte potentiellement. Donc, si tu veux, Brew Nation, ça a été créé en 2016 en tant que place de marché. Hein, donc, c'était vraiment le constat que je t'expliquais au début, qu'il y a un problème de distribution un peu dans la bière, dans les brasseries artisanales. Et dès que tu pars des 150 km un peu de là où la bière est créée, tu n'arrives plus à l'acheter ou à la trouver. Et donc, on commence comme une place de marché. On fait, en fait, si tu veux, sur la durée des 2 ans, la place de marché a toujours existé. On y a mis plus ou moins d'énergie selon les périodes, on y a mis plus ou moins de volonté, mais la place de marché a toujours été là pendant les 2 ans, durant lesquels l'aventure Brew Nation en tant que start-up a existé. Ouais. Ensuite, il y a eu des moments où on a fait des choses différentes. Tu vois, par exemple, à un moment, Noël arrivait, on sentait qu'on allait vendre beaucoup de bières pour Noël parce qu'en fait il y a plein de gens qui offrent des bières pour Noël et du coup on s'est dit ok là on va pas réussir à suivre, on fait pas trop de ventes sur le site, on va essayer de faire un pack spécial. Et donc là on a commencé à emballer des bières nous-mêmes, tu vois, on a acheté des cartons, on a emballé nous-mêmes, on a mis des t-shirts, on a fait un peu un pack spécial. Mais du coup on n'était plus une place de marché, on était des gens qui envoyaient de la bière, tu vois, de manière plus traditionnelle. Ouais. On était devenu un e-commerce traditionnel. Donc du coup, à partir de là, tu vois, on s'est dit, ok, bon, du coup, ça nous prend toutes nos journées d'envoyer des colis. On n'a pas d'entrepôt, rien. Il y a peut-être un petit souci là-dedans, tu vois. Et du coup, finalement, au bout de 4 mois, il y a un petit peu autre chose qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, ok, pour l'instant, la place de marché, on fait 10 ventes par mois. Et on n'arrive pas à en vivre. Et là, à la vitesse à laquelle ça va... Ou alors, il faut vendre des bières très très chères. C'est ça, tu as un panier moyen à 40 €, tu fais x10, 400 €, sachant que faut rembourser les bières et le transport, t'as pas gagné beaucoup d'argent, quoi. Et du coup, tu vois, on s'est dit, ok, on va essayer d'aller vendre chez des pros, tu vois. Donc on est allé dans mon village, on est allé toquer aux 3-4 bars, tu vois. Heureusement, ils nous voyaient de temps en temps le soir, donc ils savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance, tu vois. Et on a commencé à leur vendre des bières à eux, tu vois. Et du coup, ça a duré quasiment 1 an, où 80% de notre focus, c'était de vendre des bières chez les professionnels. Mais tu vois, il y avait un gros problème dans ce business. Un premier problème, c'est que c'est pas du tout scalable, tu vois, dans le sens où ton temps, tu vas toujours devoir l'investir de la même façon. Les bières, va toujours falloir les livrer. Tu vois, est-ce que ce que tu as envie de faire de tes journées, c'est de livrer des bières? Personnellement, je l'ai fait et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui le font. Mais tu vois, porter des fûts de 30 kilos, machin, truc, c'est pas non plus ce à quoi j'ai envie d'occuper mes journées, tu vois. Et pareil, tu vois, la vente de bière, c'est pas non plus très scalable, tu vois. À la fin de la journée, il faut quand même rappeler tes clients, les rappeler et continuer à vendre. On n'arrivait pas à automatiser tout ça, donc pour vendre plus, il fallait que ça nous prenne plus de temps. Et en plus de ça, c'était pas la partie du job qui me plaisait le plus, tu vois. Et après, on a même essayé un autre pivot en plein milieu. Et tu vois, toutes ces activités en parallèle, au bout d'un moment, ça devient impossible. Parce qu'on a essayé une activité box bière. Donc en fait, si tu veux, c'était genre tous les mois, tu recevais un carton de 6 bières différentes, quoi.
Mais ça, on a on n'a pas réussi à trop le pousser, c'était un peu compliqué. Et à un moment, tu commences à faire trop d'activités, sauf que du coup, tu fais rien bien. Et en plus, en parallèle, on avait besoin d'aller bosser quelque part. Donc, tu vois, moi, pendant 6 mois, je bossais dans un bar à côté de mon activité pour essayer un peu de sauver les meubles. Mais tu vois, on avait beau tout essayer, on trouvait rien de vraiment scalable. Et on avait un manque de connaissances qui était quand même assez énorme. Autour de nous, il n'y avait pas vraiment des entrepreneurs. On n'avait pas forcément des personnes ou un Ouais. écosystème, tu vois, sur qui on pouvait se reposer et qui aurait pu nous aider. Ok. Ouais. Donc du coup, ça a duré pendant 2 ans et au bout de 2 ans, vous avez arrêté et c'était bon, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Et vous avez arrêté toutes les activités de la plateforme? Ouais, alors au début, en fait, on s'est dit, on va Juste, laisser t'avais gardé la... le nom de domaine. Ouais, exactement. Au début, on s'est dit, on va laisser la place de marché. Mais en fait, ça revient à la discussion qu'on avait avant. On avait processisé tellement peu de choses que chaque fois qu'on faisait une vente, fallait encore qu'on fasse l'étiquette d'envoi à la mano en allant sur le site du logisticien. De la Euh, poste? Ouais, oh, putain. donc, tu vois, donc du coup, en fait, t'avais beau te dire, ok, bon bah, on va arrêter les frais, on va plus faire de pub, on va plus machin truc. Bah, en fait, ça nous prenait encore du temps. Il nous fallait encore quasiment 20 minutes par commande, tu vois. Et naturellement, organiquement, vers la fin, tu vois, ça faisait une trentaine de commandes. Donc bon, tu fais 30 fois 20 minutes, ça fait quand même 600 minutes par mois. Tu vois, c'est pas forcément non plus un super bon investissement de ton temps derrière, quoi. Et là, je te Ouais. parle même pas du support et de tout ce qu'il faut encore gérer après. Oui, 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 voilà, c'est ça. Et les bières, elles étaient pas bonnes. Oh Ouais, putain. exactement. Le carton, les bières sont arrivées cassées. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vois très bien. Et du coup, on a parlé un petit peu, donc on a fait l'histoire à l'envers parce qu'on a parlé du SEO que tu faisais sur le blog maintenant. Et c'est quoi finalement le modèle du blog maintenant? C'est juste sur le côté affiliation ou tu fais renaître d'autres business autour de ça maintenant? Alors, le blog, en termes de monétisation, hein, c'est ça la question. Ouais, Ouais. En termes de monétisation, c'est à 80% de l'affiliation. Ensuite, à 20%, il y a, tu sais, du sponsoring d'articles ou ce genre de choses. ouais, Euh, et, et maintenant, petit à petit, mais en fait, c'est pas mon premier focus. J'ai aussi développé la newsletter, tu vois. Donc, j'ai mis, en fait, il y a un petit e-book de 30 pages que tu peux que tu peux commander quand tu arrives sur le site. Et du coup, cet e-book de 30 pages, ça permet de générer un petit peu des emails et aussi un peu voilà, d'apporter un peu potentiellement sur le long terme. Tu vois, là, pour le coup, c'est vraiment un jeu de long terme. Peut-être de vendre des produits spécifiques, peut-être un jour de vendre un livre autour de la bière ou ce genre de choses, quoi. Mais c'est pas ma première priorité actuellement et ça me va assez bien, si tu veux, qu'aujourd'hui ça vive essentiellement de l'affiliation, dans le sens où ouais. en fait c'est super scalable. J'ai pas besoin de me poser des questions du genre comment j'optimise mon site pour que ça convertisse. Non, en gros, c'est mes partenaires qui s'en occupent et moi je leur envoie du trafic et puis derrière ça génère des revenus tous les mois et ça me va très bien comme ça, tu vois. Ok, c'est quoi tu peux donner un ordre d'idée du revenu actuellement? Ouais. Donc le blog, il génère entre 1000 et 2000 euros par mois selon les mois, sur lesquels bien sûr hein, tu payes des taxes, ça va de soi. En gros, faut savoir que la bière, on le sait rarement en fait, mais c'est un marché assez cyclique. Donc si tu veux, en janvier, février, mars, t'as quasiment personne qui achète de la bière. Donc, pendant ces mois-là, le Ouais, blog génère en général 1000 euros par mois. Et puis ensuite, tu as vraiment une montée hein, à partir du mois d'avril, mai, juin, où les gens achètent de plus en plus de bière. Juillet, août, énormément. Septembre, ça rebaisse. Et ensuite, tu as octobre, novembre, décembre, où tu as de nouveau une courbe ascendante, où tout le monde achète des bières pour faire des cadeaux, en fait. Et ok. ces mois-là, effectivement, ça génère à peu près 2000 euros par mois sur ces mois-là. Les mois hauts et les mois bas, 1000. Ok, Ouais. ouais. Super intéressant. Et ça, t'as mis du coup combien de temps pour construire ce revenu-là?
Donc du coup, si on dit, en gros, pour vraiment atteindre ces paliers-là, ça a mis 1 an et demi. Ok. Tu vois, ouais. Donc en gros, t'as vraiment 1 an. Alors avant, tu vois, ça générait du revenu, mais on était autour de 300, 400 euros par mois. Alors quand c'est un bonus de ton salaire, que tu l'as fait sur une passion, hein, moi j'en étais très content. Après, ça a encore mieux tourné, donc tant mieux. Et après, il faut savoir aussi que ça a jamais été ma première priorité, tu vois. C'était toujours un side business d'1 heure par jour en semaine, de temps en temps un peu le week-end, mais ça s'est arrêté là, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, si vraiment c'était ma première priorité, ben, je pense que j'essaierais probablement d'autres choses. J'essaierais peut-être de vendre une formation, peut-être de vendre des ateliers. T'as bien sûr plein d'autres possibilités ou de choses que tu peux travailler ensuite, quoi. Et pourquoi tu as pensé à ce que ça le redevienne, Une place de marché? ta première priorité? Non, non, que ça redevienne ta priorité principale. Pardon, la question était peu claire. Ouais, pas de souci. J'y ai réfléchi, je me suis posé la question. Mais tu vois, ce qui m'a arrêté, c'est vraiment quand je me suis posé la question où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, tu vois. Et forcément, tu vois, du coup, au bout d'un moment, tu vois, déjà là, en soirée, je suis un peu l'expert bière. Du coup, tu vois, au bout d'un moment, en fait, ton image devient vraiment associée, forcément, hein, parce que c'est ta spécialité. Et c'est pas forcément ce dont j'avais envie. C'est pas, tu vois, je me voyais pas dans 5 ans donner des conférences sur la bière ou ce genre de choses. C'était pas ma Ouais, priorité. c'est rigolo. J'ai eu Jérémy Mouzin dans le podcast aussi il y a pas très longtemps qui avait fait une app de musculation qui a super bien marché. Et pareil, en fait, au bout d'un moment, ben, il a plus aimé faire de la musculation et du coup, ça l'a un peu dégoûté de son projet, quoi. Il avait plus trop envie de faire ça. C'est un peu le contre-coup du côté, ben, c'est quelque chose qui te représente et qui est très très lié à toi. Si t'apprécies Ouais, plus ce truc-là, c'est difficile de le continuer, quoi. totalement, totalement. Et c'est vrai que tu vois, moi je trouve qu'il y a un très bon exercice, hein, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si je continue un peu à ce rythme-là. Et à partir de là, bah, tu arrives Ouais. assez rapidement à voir, ok, bon, bah, en fait, cette personne-là, dans 5 ans, c'est pas la personne que j'ai envie de devenir, et ça te permet de faire évoluer tes priorités. Et du coup, ta priorité, là, c'est le nouveau blog que t'as créé sur le content marketing, c'est ça? Voilà. Alors bien sûr, hein, bon, ça c'est toujours des priorités un peu de side business, bien sûr, mais effectivement, c'est ce nouveau blog 100% focus sur le content. Et si tu veux, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la position dans laquelle j'étais quand j'ai créé BrewNation en tant que boîte, et même ensuite quand j'ai créé mon blog, ben, c'est que j'avais très peu de connaissances sur le marketing digital ou même le content marketing en Ouais. général. Et en fait, je me rendais compte, tu vois, que toutes les personnes qui en parlaient, c'est des personnes déjà très expérimentées, et j'arrivais pas si tu veux, à m'inspirer. Alors, elles m'inspiraient, mais si tu veux, j'arrivais pas à m'en imiter parce qu'elles étaient déjà beaucoup trop C'est loin par rapport à lointain, ouais. moi. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est vraiment maintenant de créer ce blog et de vulgariser le SEO et le content marketing, tu vois, pour que ça puisse permettre à des personnes comme moi, il y a 2 ans, et je pense qu'il y en a d'autres, de vraiment grandir dans leur projet de création de contenu. Ok. Super intéressant, ce côté-là. Et tu m'amènes à une autre question. BrewNation, pourquoi tu le vends pas, par exemple, sur des plateformes comme Dotmarket, de Kevin Jourdan ou d'autres sujets? Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est une question que je me suis posée au courant de l'année, pour être sincère. J'ai pas forcément avancé là-dessus actuellement, parce que pour l'instant, ça me va bien par rapport à la gestion, et ça me permet aussi de garder un petit peu un pied auprès de personnes que j'apprécie beaucoup dans le monde de la bière, tu vois, que ce soit des brasseries avec qui Ouais. je m'entends très bien ou autres. Mais effectivement, tu vois, je pense que si vraiment c'est quelque chose dont je veux un peu m'éloigner et que je veux plus avoir en priorité, je pense que c'est quelque chose que je pourrais m'imaginer faire. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça me sert un peu de case study, tu vois, dans le sens où
Ouais. je peux l'utiliser. C'est un peu mon étude de cas personnelle pour prouver que ce que je raconte sur l'autre blog, c'est pas des mensonges, tu vois, c'est quelque chose qui existe vraiment. Ah oui, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que ça serait un peu... ou alors il faudrait déjà que l'autre ait de l'audience pour pouvoir montrer les résultats, etc., quoi. Ce Exactement. que tu Ouais. as fait. Ok, oui, ça a toujours du sens pour toi, effectivement. Mais super intéressant que t'aies partagé cette réflexion là-dessus, sur le côté revente. J'ai l'impression, plus je parle avec des makers, que c'est encore un sujet qui est très neuf dans notre tête et qui semble loin, tu sais, c'est une question de maturité de l'écosystème, je pense. Et revendre des petits sujets aux États-Unis, ça commence à être très très mature. Je sais pas si tu connais la plateforme Micro Acquire par quelque chose Asdeki, Andrew Asdeki, je crois. J'ai Ouais. sûrement saccagé son nom, mais désolé, de toute façon, il écoutera pas. ou, alors, ou alors il verra dans les sous-titres de la vidéo YouTube, parce que maintenant j'ai des sous-titres. Mais je vois que aux États-Unis, l'écosystème commence à être vachement mature et tu peux avoir des projets qui font juste un peu de trafic qui sont revendus, ou même des projets qui font genre comme mon application Captime, tu vois, entre 100 et 500 balles par mois de revenus. Bah, c'est des trucs revendables. Mm. Et c'est un truc qu'on se rend pas compte pour le moment en France et qu'on n'est pas encore très à l'aise avec. Je reprends l'exemple de Jérémy Mouzin qui, au moment où j'ai posé la même question, il m'a dit bah je l'ai laissé mourir quoi concrètement mon app plutôt que d'essayer de la vendre quoi. Je savais même pas, et je me projetais même pas de le faire quoi. C'est un sujet qui est super neuf encore chez nous, dans le sens où tu vois, Ouais. revendre une startup et dire que tu as fait un exit, tu vois, c'est, c'est très normal, c'est très classique. Alors que, effectivement, tu vois, revendre un blog, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, alors que je suis sûr que potentiellement, il peut y avoir de très belles opportunités là-dedans aussi, quoi. Euh, Ah bah oui oui mais de toute façon tu peux sans vouloir vraiment revendre, va sur Dot Market, là, la plateforme de Kevin Jordan, qui est française pour le coup, la plateforme. Donc, c'est très lié à notre marché. Donc, tu vas pouvoir avoir une idée. T'as un questionnaire très simple, je pense. Tu dois en avoir max pour 20 minutes, où il va faire vraiment, tu mets les liens de ton site, etc. Et lui, après, il te dit une évaluation potentielle. Il ferait vraiment un travail de ouf. Et d'ailleurs, il faudrait que je l'appelle. Il est dans mes rappels. Kevin, si tu m'écoutes, je suis désolé. Que je dois le rappeler pour qu'on essaie de mettre en avant ça plus, tu vois, avec le podcast, potentiellement avoir une vraie alliance, parce que lui, c'est le bout de la chaîne, tu vois. Moi, je vais intéresser les gens à créer des business, etc., à devenir indie maker, et à la fin, le cycle que tu fais, il se termine par la revente potentielle, quoi. Ouais. Et voilà, donc il faut qu'on discute, mais vas-y sur le site, je t'invite à y faire un tour, et aux auditeurs aussi, n'hésitez pas à aller voir, si vous avez des projets, voir combien vous les évaluerez. Ça lui fera plaisir qu'il voit, qu'il voit que j'y envoie des gens. Et puis c'est super intéressant de voir que des fois ce qu'on a fait, en fait, même si ça fait 2000 visiteurs par mois ou 1000 visiteurs par mois, en fait ça peut se revendre et c'est quand même sympa, tu vois. Si le petit truc que t'as fait en side, il fait que ta prochaine voiture tu l'achètes sans crédit, c'est quand même sympa. Ouais, exactement. Exactement, et puis quoi qu'il arrive, hein, ça t'a demandé du temps, donc dans un sens, c'est aussi mérité hein, de pouvoir potentiellement toucher que ce Ouais. soit une rente ou potentiellement quelque chose à partir de là, quoi. Puis en plus, ça peut te permettre aussi, toi, Lucas, de dire, ok, ce que j'ai fait, combien ça vaut, et dans le marché, tu vois, et là d'un coup, tu sais que ce que t'as fait, par exemple, on va te dire, ton blog avec 10 000 visites par mois, 2000 balles de revenus, enfin 1500 balles de revenus en moyenne par mois, on te l'évalue à, je sais pas, à 150 000 balles. Et du coup, là, tu peux regarder en arrière et dire, ok, 150 000 balles, le temps que j'ai passé, est-ce que ça a valu le coup ou pas, quoi. Exactement, Et exactement. j'ai dit des chiffres tout à fait à l'arrache, hein, ne te base pas sur ça. Je pense que vu les chiffres que tu as dit, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans le blogging après-demain. Mais en vrai, je pense que au revenu que tu génères, ça vaut même plus que ça, hein, je Hmm. pense. Ouais.
Ça dépend. Ouais, de toute façon, là, je suis pas expert dans le sujet. Je pense que je vais inviter Kevin à faire un podcast et comme ça, on en parlera. Je Parce pense qu'il y même a, il y a un que vrai- Kevin, il devrait faire quelques pubs, à mon avis, sur le podcast. Mais ouais, bah, on avait parlé de faire soit des pubs, soit faire que lui il redirige son site vers le podcast, que moi je le redirige vers lui. On a réfléchi à plein de trucs et en fait après on s'est jamais rappelé. Enfin, je l'ai jamais rappelé. Il m'a rappelé, j'ai pas répondu parce que j'étais en podcast et je l'ai jamais rappelé après. Mais ouais, il y a un vrai intérêt. Je pense que c'est vraiment. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la maturité de l'écosystème, c'est qu'il y a tous les acteurs qui sont matures. Si tu le vois pour les startups, il y avait beaucoup d'investisseurs de série A, et du coup, il y avait plein de startups qui naissaient, et après se faisaient racheter aux États-Unis parce qu'on avait personne en série B, en série C, en série D, etc., quoi. Et donc, petit à petit, on a des investisseurs qui se placent partout, et donc, l'écosystème des startups, il est de plus en plus mature, et ce qui fait que, bah, maintenant, on a des licornes françaises, tu vois. C'était pas le cas jusqu'à il y a pas longtemps parce que, hop, je t'ai perdu. Parce que le fameux casque. Bah parce qu'il manquait d'argent, quoi, et que l'écosystème n'était pas mature. Ouais, c'est clair, complètement. Du coup, bah, je crois qu'on a fait pas mal de tours. Regarde, ça fait un petit moment qu'on discute maintenant. Ça fait 1h30. On va pouvoir, je pense, venir sur les sujets finaux. Et puis ça sera cool. J'ai vraiment passé un bon moment avec toi. Ouais, moi aussi, franchement, un très bon moment. Et c'est vachement sympa. Tu pourras couper si besoin, mais je trouve ce qui est cool avec ce podcast, c'est que c'est vraiment une discussion, en fait. Et ça amène à parler de plein de sujets que t'as pas forcément imaginé au préalable. Et je pense que justement, tu vois, pour quelqu'un qui l'écoute, c'est encore plus sincère et vrai. Et ça permet encore plus de se dire, ok, ben moi aussi je peux devenir un maker, ou moi aussi je peux m'améliorer dans ce que je fais déjà, tu vois. Mais clairement. Mais de toute façon, tout le format du podcast, c'est ce que je te dis. Un, deux, trois. C'est ce que je te disais avant. C'est que j'essaie de faire le plus naturel, le plus transparent possible, le moins de coupures possible. Vraiment, dans les 40 épisodes qui sont sortis, j'ai jamais rien coupé pratiquement, sauf quand on m'a dit, bah là, j'ai dit une connerie, c'est un truc que j'ai pas le droit de dire, ça pue quoi. Et ça, c'est ok de couper ça. Mais après, si t'as bafouillé, t'as dit un truc qui était pas ouf, c'est pas grave. En fait, on est tous entrepreneurs et on est tous des humains, on va des entrepreneurs. On n'est pas à la télé, à BFM, où tout est hyper chiadé, il y a que des trucs ultra stylés. Non, la vérité, c'est que bah, on dit tous des conneries, on est tous perfectibles. Et je pense que c'est ça qui est important de voir dans le podcast. Tu vois, je suis pas en train de montrer qu'on est tous les meilleurs du monde, les plus géniaux, les plus musclés. On s'en branle de ça. Ça va aider personne. Ouais. S'inspirer, déjà, tu vas sur Instagram, t'es inspiré, tu vois. Mais c'est pas la réalité. Et Ah, moi, j'avais besoin exactement. de voir la réalité des gens, quoi. C'est toujours tout ce qui est Instagram ou autre plateforme, hein. En fait, ça te montre un extérieur. Et le premier réflexe, c'est de comparer ton intérieur avec cet extérieur. Alors que, en réalité, si tu voyais vraiment l'intérieur, je peux te dire que, à mon avis, personne n'irait sur Instagram, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Enfin, moi, je vois ma meuf qui est un peu connue sur Instagram. Elle a, je sais pas, maintenant, elle doit avoir 3000 followers, quelque chose comme ça. Donc, c'est une petite notoriété. Et je vois que ça prend du temps, tu vois. Et j'imagine, si t'en as 30 000, l'enfer que tu vis, ta vie est Instagram, en fait. Tout est dirigé pour aller dans un endroit qui est Instagrammable, manger Instagrammable, dormir Instagrammable, enfin. Et je pense que, tu vois, de la micro-influence, c'est cool. Parce que c'est quand même assez ok, quoi. Et c'est un peu comme le fait de faire des business en solo. En fait, le fait que tu restes en solo et que tu restes dans une petite structure, ben, ça reste ok pour des humains. Et dès que tu commences à grossir et que ça devient un truc, une machine, ben, en fait, il y a beaucoup moins de liberté. Parce que ben, Ouais. t'as beaucoup plus d'objectifs. Et voilà, quoi. L'un, tu gagnes l'un pour perdre l'autre, quoi. Ouais. Ouais, C'est des vases totalement ça. communicants. C'est totalement ça. Ok, bah, du coup on va pouvoir passer sur mes petites questions futures. Je pense qu'on a fait pas mal de trucs. On a vraiment survolé plusieurs de mes questions. Je pense qu'on peut venir direct à qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances. Euh,
Ouais, alors je pense ce que j'aimerais qu'on me dise avant que je me lance très clairement, ce serait que parfois les choses peuvent prendre du temps et que il n'y a pas de succès du jour au lendemain. À part quelques exceptions, un mec incroyablement chanceux, une fille incroyablement chanceuse, mais en réalité, il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Tous les succès qui ont existé et qui existeront, ils prennent beaucoup de temps. Ça prend du temps à se développer et ça prend plein d'étapes. Et il ne faut jamais se comparer avec quelqu'un qui est 10 étapes avant toi. Il faut se comparer avec des personnes, ou même plus que se comparer, il faut s'entourer de personnes qui en sont à la même étape et essayer de progresser vers des personnes qui sont plus loin et essayer de s'aider mutuellement. Mais du coup, pour moi, ce serait vraiment, tu vois, qu'on me dise, tu vois, je me lance, je démarre de zéro, qu'on me dise, t'inquiète pas, les choses peuvent prendre du temps, mais faut pas commencer à avoir peur si ça prend du temps. Et du coup, organise-toi aussi, parce que ça risque de prendre du temps. Donc si t'as 2 mois de cash, va falloir trouver des solutions autrement, tu vois. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil que j'aurais bien avoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Je pense que, en fait, je suis même prêt à dire maintenant qu'il n'y a pas de chance. Si tu regardes tous les succès des gens, c'est soit, ben, finalement, ils sont nés à un endroit qui les place dans un écosystème qui est plus sain pour eux et donc ils ont plus d'opportunités. Du coup, là, pour eux, on peut dire que c'est de la chance, mais potentiellement, ça veut dire que leurs parents ou des gens de génération avant ont travaillé pour ça. Je pense qu'il reste très peu de gens qui viennent de lignées de rois et qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il y a eu du travail quelque part, quoi. Et il y a des gens, ça met plus de temps que d'autres à arriver, mais t'as toujours une question de temps. Il y a toujours un petit peu de hasard plutôt que de chance, mais pour moi, ouais, il y a vraiment pas d'overnight success, quoi. C'est Ouais. vraiment, c'est pas comme ça que ça existe. Exactement, ouais. Et tu vois, il y a un YouTuber que j'aime beaucoup, Ali Abdal, qui est en fait un médecin qui est YouTuber en parallèle. Et il fait pas mal de vidéos autour de la productivité et tout ça. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, il a plus d'1 million de subscribers, tu vois, donc ce qui est sur YouTube est quand même déjà un très bon nombre. Et en fait, quand il est très transparent par rapport au chemin dont il a eu besoin pour en arriver là, ça lui a pris, il me semble, quasiment 5 ans. Et en fait, il raconte que la première année, il a publié 2 vidéos par semaine et il a même pas atteint, au bout de la première année, 1000 subscribers. Donc, c'est-à-dire que et 2 vidéos par semaine, tu vois, faut avoir envie de les publier, faut vraiment rien lâcher, quoi. Et tu vois, si tu veux, aujourd'hui, il a 1 million de personnes qui le suivent, certes, mais il publie 2 vidéos par semaine depuis 5 ans, 4 ans peut-être, je me rappelle plus exactement. Et je trouve que ça, tu vois, c'est un bon exemple, en fait, de dire, ok, si tu le fais, si tu fais ce qu'il a fait, ça va changer ta vie, tu vois. Si tu publies 2 vidéos de qualité par semaine sur YouTube, sur n'importe quelle autre plateforme, ou même 2 articles de blog par semaine pendant 2 ans, ça va changer ta vie, c'est clair. Mais tu vois, va falloir aussi mettre l'effort nécessaire pour créer de la valeur pendant une période aussi longue de ton temps. Ouais, ouais, clairement. Tu prêches un convaincu, là. Euh... ça a été long à apprendre. Je pense que on me l'aurait dit, j'aurais pas écouté quand même. Je pense qu'on me l'a dit. Je pense qu'on te l'a dit aussi, mais c'est Ouais, vraiment dur à comprendre au début. ouais, exactement. Ma question d'après, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Alors, ce qui est drôle, c'est que je ne t'ai pas dit ces questions à l'avance. Normalement, je le dis quand même, ce sont un peu plus complexes. Mais voilà, t'as 10 secondes pour trouver une citation. Euh, alors arrête, tu vas rire parce qu'en plus je suis un gros fan de citations et en général j'en ai toujours une pas loin qui me vient et là tu vois sous le coup du stress, la citation ne me vient pas directement. Euh, euh, Une peut-être quelque chose qui résonne en toi, soit dernièrement, ou soit qui revient souvent. C'est un truc où tu te dis, ouais, elle m'a vraiment touché celle-là. ah oui, il y a
C'est marrant parce que en fait, même à un moment, tu vois, j'ai remarqué qu'il y avait plus de citations de personnes, tu vois, que j'ai fréquentées à un moment dans ma vie, qui m'ont marqué, que d'autres citations. Et parfois, il y a des gens, tu vois, qui m'ont filé une leçon dans ma vie, alors que, tu vois, c'était pas des écrivains ou c'était pas des grands auteurs, c'était pas Oscar Wilde ou Victor Hugo, tu vois, mais juste des gens qui sont passés un moment dans ma vie et qui finalement, tu vois, m'ont beaucoup appris parce que j'ai été à l'écoute, tu vois. Et du coup, j'ai un ami avec qui j'ai plus vraiment de contact aujourd'hui, mais on était potes quand on était au lycée, tu vois. Et à la fin du lycée, tu vois, je lui ai dit, est-ce que t'as des regrets, tu vois? Est-ce que t'as des regrets ou autre, tu vois? Il me dit, mais en fait, tu peux jamais avoir de regrets parce que quand tu décides de faire quelque chose, forcément, tu vois, c'est déjà une décision et tu décides de ne pas faire autre chose. Donc finalement, le monde, tu vois, c'est juste, c'est juste un ensemble de décisions que tu as fait à un moment ou à un autre. Tu vois. Et récemment, j'ai réfléchi à ça. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que si tu ne fais pas quelque chose parce que tu as peur, tu risques d'avoir des regrets. Parce que c'est la peur qui t'aura dirigé, tu vois, et pas ta propre volonté. En revanche, si tu décides consciemment de ne pas faire quelque chose que la peur n'a pas du tout influencé là-dedans, je pense que tu peux jamais avoir des regrets parce que c'est tes décisions et c'est pas tes regrets. Et du coup, pour en venir finalement à la citation, c'est on regrette que ce qu'on n'a pas fait. Je sais pas qui est le premier à dire ça, mais je pense que c'est une citation qui me correspond bien. Ok, top. Et du coup, le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi? Alors, figure-toi que cette question, elle était dans ton notion. Tu l'as vu. Je pense à 3 personnes. Une personne, je pense, ça peut beaucoup t'intéresser, c'est Shubham Sharma, qui est un spécialiste du no-code. Il a une chaîne YouTube, Shubham Sharma. Ça pour toi, déjà. Comme prénom, ça va pas être facile à écrire. Donc lui, je pense que ça peut vraiment t'intéresser et ça correspondra très bien. Et sinon, t'as quelqu'un d'autre, c'est Ulysse Lubin. Ulysse Lubin, c'est un mec qui s'est lancé le défi depuis 2 ans de faire 100 challenges pour dépasser ses barrières mentales. Le mec, il est déjà parti pendant 2 semaines dans la forêt amazonienne ou je sais pas où. Et lui, il est vachement intéressant dans le côté un peu introspection du makers et notamment dans le côté que j'ai plusieurs fois abordé dans ce podcast, qui est adapter ton travail à la vie que tu veux mener, adapter ton travail à ton lifestyle et pas faire le contraire. Eh ben c'est noté. Alors Shubham, il est déjà sorti, je crois, si je dis pas de conneries. Et Ulysse, il est prévu. Il est prévu dans un peu longtemps parce que j'ai des podcasts prévus jusqu'à janvier de l'année prochaine. En ce moment, on est le 11 juin. On tourne. Cet épisode, il sortira. Si je dis pas de conneries, j'ai même pas mis la date de quand il va sortir. Donc dans longtemps, normalement après l'été. Okay. Et donc ouais, les deux arrivent. Et trop content que tu me les aies recommandés parce que Shubham c'était super et je pense qu'avec le Ulysse ça sera super aussi. Ouais. Ok. Et dernière question, c'est pour toi. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Yes, carrément. Alors du coup, ils peuvent aller sur mon nouveau blog qui est sous mon prénom et mon nom, donc luca-fancello.com. Et là-dessus, ils pourront un petit peu découvrir, s'abonner à ma newsletter pour suivre un petit peu mes aventures et aussi découvrir tous mes articles sur le marketing de contenu. S'il y a des experts bières ou des gens qui veulent un peu développer leur expertise, brewNation.fr, je conseille. Il y a beaucoup d'articles, il y a de quoi faire. Et puis ensuite, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le souhaitent, peuvent m'ajouter sur LinkedIn. Donc Luca Fancello, très facile à trouver. Ok, top. Eh bien, merci beaucoup. C'était un super épisode. J'ai vraiment kiffé discuter avec toi. On aurait pu faire ça encore bien longtemps. À un moment donné, je me suis dit, putain, ça fait déjà 1 heure, on n'a pas du tout suivi ce qu'il fallait. Donc, plutôt bon signe en général. Ouais. En tout cas, merci Martin. C'était vraiment top. Donc, c'était bien qu'on l'ait fait un vendredi soir. Et avec plaisir pour avoir une nouvelle discussion et continuer les sujets à l'occasion. Pas de souci. Je pense que on va reparler du SEO parce que moi j'en ai besoin pour le blog, du podcast, etc. Donc on en reparlera. Et voilà. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs d'avoir écouté jusque-là. On a fait une
des belles divergences sur le sujet, mais je pense que c'était très intéressant. Si vous avez kiffé le podcast, ben, n'hésitez pas à envoyer des petits messages à Luca. Ça lui fera plaisir de savoir que ce qu'il a dit a intéressé des gens. C'est toujours cool. Et puis je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode, vu que maintenant on est là toutes les semaines. Salut! Merci, ciao.